Puis je me colle à côté de lui, puis quand il avait fini de parler, je fais « Hey Norman, I'm the French voice ». Il se retourne, je fais « I am your French voice ». Il se retourne, il me fait « Really? It's incredible !» Alors là, carrément, il me prend comme ça, machin et tout. Il était super heureux et tout. Après, il faisait des photos, nanana. Ouais, vraiment super cool. Écoute, t'es un fan. Et il a rencontré quelqu'un il n'y a pas longtemps qui lui a dit ah, je connais bien le mec qui te double. Je ne sais plus qui m'a dit ça. Il a fait ah ouais, yeah, Carson. Ça va quand même. Ce qui est bien dans DVTI, c'est que chacun vient comme il est. À l'image du bad boy d'Hollywood qu'il double depuis 30 ans, Sean Penn, la personnalité d'Emmanuel Carlsen est complexe, certains pourraient dire clivante. Issu d'un clan d'artistes, Emmanuel va doubler Christian Bale, Johnny Depp, Michael Biehn ou même Danny DeVito. Il laisse son empreinte vocale sur des films marquants tels que Wayne's World, The Crow, Léon, Ace Ventura, Clueless, Beauté volée, Marie à tout prix, La chute du faucon noir, $1 Million Baby, Transformers, The Dark Knight ou Watchmen. Il prête même sa voix à Brad Pitt dans L'Armée des 12 singes de Terry Gilliam. Puis il sera Ryuk dans Death Note et Ginyu dans Dragon Ball Z Kai. Enfin, il accompagnera l'acteur Norman Reedus, alias Daryl Dixon, dans The Walking Dead et son spin-off homonyme, ainsi que dans Death Stranding et bientôt sa suite, les jeux vidéo de Hideo Kojima. Alors attention, Emmanuel Carlsen vient nous rendre visite et c'est rock'n'roll. Bon bah, quand tu veux, hein. Allez, on y va. Qu'est-ce que tu préfères faire dans la vie? De la musique et l'amour. Et puis jouer avec ma gamine. Ouais. Et puis après le doublage. Donc t'es parente comme ça, musique, amour, à passer du temps avec ta fille. Ouais. Et après faire du doublage. Ouais. Donc c'est pas mal déjà. Et Luc, t'avais commencé ta carrière de comédien à l'âge de 9 ans. Oh, avant? Avant même? Bah avant. Quand est-ce que t'as commencé? À 4 ans. Car quand j'avais 4-5 ans, j'étais star de la pub. Maman, je n'ai rien aux dents. Maman, t'as la peau douce. Poulain. Enfin, j'ai une star de la pub quand j'étais petit, moi. C'était ton idée à toi ou Non, pas du tout. C'est mes parents qui m'avaient mis dedans. C'était le jeudi. Ils m'emmenaient à l'agence Vogue. Et puis, on me plantait là toute la journée. Ils venaient me chercher le soir. Et puis, on m'emmenait faire des castings et puis des pubs. Voilà, quoi. Quand j'ai 18 ans, j'ai touché un paquet d'argent. C'était cool. Ouais. Mais j'ai joué au théâtre aussi quand j'avais 5 ans. 6 ans. La mort des fantômes de Denis Lorca au théâtre de l'Ouest parisien. Ah ouais. Attends, j'avais un petit rôle sympa en plus. Hein. Tu t'éclatais ou c'était parce que tes parents te... Non, là, j'étais super heureux de faire ça. J'étais qu'avec des adultes et tout. J'avais 6 ans, j'allais bouffer au resto le soir avec eux et tout. Attends, c'était le top. Trop bien. Et il y avait une petite fille dans le spectacle aussi, et elle était tombée malade. Et Denis Lorca, elle avait dit, attends, on va pas se faire chier à retrouver une gamine et tout. Ils sont pas ensemble, et ben il va faire la fille aussi. Donc si tu veux, je faisais les deux rôles après. Au bout d'un mois ou deux, je m'en rappelle plus, je faisais les deux rôles. Donc je sortais de scène en petit garçon, et là il y avait une grosse dame qui me sautait dessus. En 2 secondes, elle me transformait en petite fille, et je re-rentrais en petite fille. C'était super. J'ai adoré ce moment-là de ma vie. Je me rappelle bien. Ouais. Ouais. Et à un moment, il y avait un combat. La mort des fantômes, je me rappelle plus de l'histoire. Hein. Il y avait un combat, il y avait une mitraillette sur scène qui tirait des balles à blanc dans le public, justement, et tout. Et donc, il fallait des gens pour aider la guerre, la bagarre, quoi. Et comme je faisais rien à ce moment-là, j'étais pas sur scène, ils m'avaient donné l'autorisation, donc je prenais un pistolet. Attends, j'avais 6 ans, man, t'imagines? Je prenais 6 ans, je montais derrière dans les rideaux, avec mon pistolet à blanc, et je vidais mon chargeur. Et l'odeur de la poudre... J'ai jamais oublié ça, tu vois. Tu sais, là, il y a une odeur. Ouais. Et ça m'est toujours resté depuis la mort des fantômes, depuis l'âge de 6 ans. J'ai toujours aimé cette odeur. Ouais. C'est merveilleux. T'as racheté un flingue après? Ouais, j'en ai 2 flingues. Tu t'entraînes dans... Non. Je sais plus où je les ai récupérés. J'en ai 2, mais j'ai pas mis les balles dedans. Non, j'ai pas déconné. Tu vas pas au stand de tir ou des choses Non, je sais comme ça, parce que, voilà, on nous a filé, voilà. Non, je déconne pas. Je laisse pas de balles dedans parce qu'on sait jamais ce qui pourrait arriver. Tu vois, attends, j'éteins mon téléphone parce que ça va faire du bruit. Et alors? Est-ce que tes oncles t'ont influencé de quelque manière que ce soit pour faire ce métier Oh ouais, à fond. Bah évidemment, tu rigoles. Mon oncle Patrick Devers, déjà. Ouais. Alors lui, c'est plus la musique. Ça paraît con, même s'il était star au cinéma et tout. Ouais. Moi, quand j'allais chez lui, il jouait du piano, on fumait des pétards et on jouait de la musique toute la nuit, quoi. Quand j'avais 11 ans, j'étais à l'hôpital, j'étais paralysé. Et il était venu, Patrick, il était déjà vachement connu, hein. Toutes les infirmières étaient là. Et il était venu, il m'avait apporté un pied de guitare. Wow. Tu vois, à 11 ans.
pied de guitare, donc on me l'a piqué depuis. Mais voilà, donc bon, Patrick, c'était surtout la musique, pas trop le cinéma en fait, la musique. C'est ça qui te reliait à tes oncles et Patrick en particulier. Par contre, au niveau doublage, c'est plutôt mon oncle Dominique. Ah ouais. Dominique Morin. Ah bah ouais, attends, je suis allé sur, c'était plus quoi, né le 4 juillet, je me suis retrouvé là-dessus. Je les ai vus travailler toute la journée, Dominique Morin et Patrick Poivet. J'étais là, je sais plus quel âge j'avais. J'étais scotché, quoi, tu vois. Et c'était en transe, les mecs et tout. J'ai fait, ouais, c'est ça qui me plaît, quoi, tu vois. Oh bien. Ouais. T'as commencé direct après, le doublage? Oh, j'avais commencé avant. J'avais commencé bien avant le doublage. Mais là, c'était la première fois que je voyais vraiment des... Les stars du doublage, quoi. Ouais, pas des stars, mais des mecs qui se donnaient à fond, quoi, qui étaient à fond dedans, quoi. On n'était plus dans une petite série pour la télé, tu vois. Non, moi, j'ai démarré à 11 ans, doublage, sur la petite maison dans la prairie. Bien sûr. À 11 ans. Génial. Ouais. Parce que mon père m'avait branché avec eux, quoi. Ok, c'est pas tes oncles, c'est ton père qui t'a branché. C'est mon père qui m'a branché, parce qu'il était copain avec une nana je pense même qu'il se l'était faite, une nana qui était au bureau à la Sophie, quoi. Okay. Puis ils cherchaient un gamin, ils ont dit, ah bah, il y a mon fils. Mais j'avais déjà joué au théâtre, hein. J'étais au français, hein. Moi, à 11 ans, j'étais à la Comédie Française, quand même. Hein. Pas mal. Tu vois, pas mal. Ouais. Un an et demi, hein. Et donc voilà, j'étais comédien, donc voilà, mon fils, il sort du français, ils m'ont pris tout de suite à la Sophie, hein. Tu te rappelles ce que t'as fait après la petite maison? Très vite, t'as fait pas mal de choses. Parce que la Sophie, ils avaient beaucoup de programmes. Non, détrompe-toi, parce que... non, j'en ai fait petit, mais je me rappelle plus trop. Hein. La Sophie, un peu avec... si, j'ai fait les Young Doctors, justement. Après, j'ai fait les Young Doctors avec José Lucioni, Okay. je faisais son frère, je crois, tu vois. Donc, j'avais toutes mes scènes avec lui. Ça a duré pendant je sais pas combien de temps. Et là, j'avais grandi, je devais avoir 15-16 ans, tu vois, à l'époque, là. Mais moi, après, j'ai arrêté le doublage. J'ai joué au théâtre et tout. Mais après, moi, j'ai arrêté ce métier pour la musique, d'acteur pour faire de la musique, ouais. Combien de temps t'as arrêté? Tout arrêté. Combien de temps t'as arrêté? Je sais pas, au moins 3-4 ans, hein, bien 3-4 ans, quoi. Je continue à rester... J'étais toujours en contact avec mon agent, parce que s'il y avait un tournage... quand même, tournage, faut pas déconner. Mais je faisais ça comme ça, je me foutais, moi. J'y croyais vraiment en mon groupe. Ouais. Je pensais vraiment qu'on allait devenir les Guns N' Roses. Yes. Axl Rose. Puis après, j'avais plus de thunes et tout. Et puis, non, puis en fait, j'ai tourné un film, franco, italo, allemand, enfin, il y a plein de langues. Ouais. Et donc, après, il a fallu faire une pause synchro. Donc, pour mettre tout ça en français. Moi, j'avais 17 ans, j'avais les cheveux longs, blouson de cuir. J'étais vraiment un super voyou, c'est du rock. Alors, et c'était Jean-Pierre Dorat. Ouais. Qui faisait faire la post-synchro. Et à la fin de la post-synchro, il me fait genre... vous voudriez faire du doublage? Très classe. Et je me retourne, vous êtes qui, vous? Petit con, voyou, toi, vous êtes qui, vous? Il me dit, je m'appelle Jean-Pierre Dorat. Je dis, ouais, j'ai déjà entendu parler de vous. Avec le 4 juillet, tout ça, tu vois. Je dis, ouais, j'ai entendu parler de vous, nanana. Et puis il m'a pris sous son aile, ce monsieur Dorat, et il m'a tout appris, quoi. Et on s'égarait vraiment. Génial. T'as fait pas mal de télé? En tournage? Ouais. Ah ouais. Quel est ton rapport avec ce média, la télé, qu'est-ce que t'en penses? C'est bien, c'est un tournage, quoi. Ça va vite, quoi. Quand c'est bon pour la technique, c'est bon. Donc il faut, quand t'es habitué à la télé, il faut savoir que si c'est bon pour eux, c'est bon. Donc si toi, tu sens que t'es pas bien, ou que tu pourrais être mieux et tout, t'as intérêt à le faire exprès de te planter, quoi. Mais c'est un peu comme le doublage maintenant, hein. Excuse-moi. Quand t'as 2 jours pour faire un film, c'est la méthode des professionnels, quoi. Je me crotte à la fin. Oh, on est obligé de la refaire. Voilà. Ouais. Dans la télé, non, mais c'est sympa, des tournages et tout, mais bon, c'est quand même la France, hein. Les produits télévisés, c'est pas terrible, quoi, tu vois. J'ai tourné toutes les merdes qu'il y a dans la télé. Hein. Je crois que j'ai tout fait, quoi. Ouais, j'ai vu Juliesco, Navarro, t'as tout fait. Tout, j'ai fait taper dans tout. Y a pas grand-chose qui m'a plu. Si, Moulin, c'était un peu mieux. Commissaire Moulin, c'était un peu plus hype, quoi. Et encore. Non, j'ai pas trop kiffé dans la télé. Si t'avais l'opportunité de faire des films genre américains et tout... J'en ai fait. J'ai tourné dans Highlander. Ah oui. Alors là, la série Highlander, tu vois la différence, quoi, tu vois. Là c'était... C'était à Paris, en France, ou... À Paris, c'était à Paris, ouais. C'était les 2 derniers épisodes, Terminal 1, Terminal 2. Et là, c'était du délire, tu vois. Les mecs, ils barraient la rue. T'avais des hélicoptères qui barraient la rue pour qu'on puisse manger au milieu. Enfin, t'avais des ballons énormes qui éclairaient la nuit, tu vois. T'as l'impression que t'étais en plein jour. Enfin, c'était... là, c'était comme du cinéma, quoi. Ouais.
T'aurais voulu en faire plus? Ouais, mais moi, j'aimais ça, quoi. Ouais, j'aimais bien. J'adorais tourner. T'aimes bien les flics, les histoires de flics, de voyous, les gangsters? J'aime tout, moi. Non, j'aime tout, moi. Tu sais, moi, j'aime ce boulot, quoi. Ouais. Donc, ouais, j'adorais. Quand je suis arrivé sur Highlander, j'arrive et le mec, il me dit, vous êtes là, et je vois une énorme carloge et tout, tu vois. Et je me dis, attends, ils sont gourés et tout. Donc, je monte même pas dedans. Je vais voir le machinot, j'ai fait, excusez-moi, je pense que vous êtes gourés. Il me dit, comme ça vous va pas? Je dis, non, mais c'est pas pour moi et tout. Il me dit, ah, mais si, c'est pour vous. Et il m'explique que quand on est acteur et qu'on tourne avec les Américains, qu'on a un rôle, bah, on est considéré comme la superstar. Donc j'avais mon carloge avec la télé, des fruits, frigo, tout top, quoi. trop bien. Incroyable, quoi. T'avais vu les films Highlander avec Lambert? Non, t'as pas, fait. pas vu ça. Non, on peut pas tout voir. C'était quoi ton rôle? Tu te rappelles? Ah ouais. Attends, mais bien sûr, il me sortait d'un asile psychiatrique pour aller tuer Highlander. Le Calas, là, je sais plus comment il s'appelait. Ouais. Et donc j'avais plein de scènes et je devais tuer Highlander. Mais évidemment, au combat avec Highlander, c'est moi qui meurs. Bah oui, forcément. Et il me tord la tête comme ça, je fais et je meurs. Merde. C'est ballot. Ouais, c'est ballot. Voilà. T'avais des trucs. Deux épisodes quand T'avais même. des trucs à l'épée, parce que c'est à l'épée. Ah non, pas du tout. Pas Non, moi j'avais un poignard et tout. J'étais vraiment. C'était trop bien, quoi. Et le réalisateur, il m'adorait. Il m'appelait Pussycat. Pussycat. Et je sais pas pourquoi. Il me faisait flipper, tu vois. Une espèce d'énorme bonhomme et tout. Je sais plus son nom. Et donc, gros bonhomme, grosse barbe. Il m'impressionnait à mort. Et il disait, I want Pussycat. et donc, il m'a rajouté 6 jours de tournage. Wow. Mais attends, j'étais payé grave. La Gaumont, il me détestait. Et parce qu'il me voulait me dire. Alors, il me rajoutait dans une scène, je sortais juste de derrière une bagnole. Je me dit, ok, t'as fini, Pussycat. Et bim 6 jours de tournage. Ouais. Ah ouais. En plus. À l'américaine. À l'américaine. Trop bien. Bon, en 95, dans le film La Dernière Marche, tu doubles Sean Penn, le surdoué de sa génération, et tu l'as quasiment plus quitté depuis. Un jour, tu m'as dit, Dorval et Beretta, ils ont de la chance, leur comédien est facile à doubler, ils font toujours pareil, alors que moi, je dois mouiller le maillot à chaque fois. Qu'est-ce que tu voulais dire par là? Qu'entendais-tu par là? Là, je double Norman Reedus depuis 15 ans. C'est hyper facile, enfin, je veux dire, tranquille, quoi. Je m'en fous, quoi. C'est tranquille, quoi. Sean, c'est un putain d'acteur. Ouais. Il te met quatre intentions dans une phrase, quoi, tu vois. Et il pleure dans les films, et il rit, et il pleure à chaudes larmes. Et... Ouais, attends, il est dur, le mec, quoi, tu vois, je veux dire... Puis on est payé pareil, hein. C'est le même prix, hein. J'adore aller doubler Sean Penn, mais c'est le seul acteur qui me traumatise à mort, parce que la palette qu'il a, le gars, tu vois... À chaque fois qu'on me dit qu'il y a un film avec Sean Penn, ma première question, c'est est-ce qu'il pleure? Parce que j'en peux plus de pleurer. Ah ouais? Ah ouais, non, mais j'en peux plus. Tu vas te pleurer à chaudes larmes et tout. T'as pas vu Flag Day? Non. Putain, c'est lui qui l'a réalisé. Il est avec sa fille. Il a une scène en gros plan, en prison, comme ça. En gros plan, t'as 8 boucles, tu vois, il parle. En plus, il parle. Faut être synchrone en plus. Ouais. Hein, attention. Ouais. Hein. Et il est là, et il pleure tellement qu'il a les larmes. Putain, vas-y, pour arriver à faire ça, tu vois... c'est dur, quoi, tu vois. Comment tu fais quand Là, sur ce coup-là, j'ai fait sortir tout le monde. J'ai fait sortir Ikovic, j'ai fait sortir la cliente. J'en ai marre du voyeurisme des gens. Dehors. Et j'ai foutu dehors. Je suis resté avec l'ingé son, là, Marine, que j'adore et tout. Puis j'ai dit, Marine, maintenant, faut y aller. Hein. Et je me suis tapé dans les yeux, dans la tête. J'ai déchiré ma chemise. Je me suis mis de l'eau. Tapé dans ma gueule. J'ai pensé à ma môme qui était en prison. Tu vois? T'as été chercher un truc... Mais t'es obligé, qu'est-ce que tu veux faire, vieux? C'est pas là, c'est pas que la scène qui... Tu peux pas, tu vois, t'es obligé de rentrer en toi, d'aller chercher un truc super dur, quoi. J'ai fait des incantations, ma môme, elle était en prison à ce moment-là, t'imagines? J'ai fait des incantations, j'ai appelé ma petite en prison et tout, et puis tout d'un coup, c'est sorti, mais grave, quoi. Et là, j'ai regardé Marie, je suis là, vas-y. Et là, on en enquillait, à peine on finissait la boucle, on avait tout fini, j'ai dit, on recommence! Parce qu'il faut rester dans l'état, tu vois. Et j'ai fait 7 fois, je leur ai fait 7 fois les 7 boucles. Tu vois, 7 fois le truc, qu'ils aient le choix, quoi. Et après, je suis sorti, j'ai ouvert la porte, il y avait la cliente et Covid, ils étaient devant moi, là. Et je leur ai fait, voilà, vous en avez 7, choisissez, prenez ce que vous voulez. Moi, je rentre chez moi, salut. En plus, ils m'avaient mis le matin, la scène. Tu vois, j'étais prévu toute la journée, je me suis barré chez moi. Comment tu veux enregistrer après? Comment tu veux faire d'autres scènes?
Quand t'as chialé comme une bête comme ça, ils sont un peu cons dans leur plan de travail quand même, tu vois. Moi, je sais pas, demain je dirige un film, il y a un mec qui a des scènes comme ça et tout, etc. Je lui mets le soir, je lui mets en fin de journée, je lui mets pas le matin à 9h30 avec un client qui est comme ça sur le plateau. Tu vois? Pour que tu aies le temps de rentrer dans le perso, dans le... Ah oui, puis t'es plus fatigué le soir, c'est plus facile, les larmes viennent plus facilement et tout, tu vois, etc. Tu te rends compte avec une femme comme ça? Je me retourne, je fais, excusez-moi madame, vous êtes qui? Elle me fait, je suis la cliente, je suis la distributrice. Je lui fais, ah oui madame, enfin, moi je vous connais pas. J'essaie, puis ça venait pas les larmes. Ouais. Ça venait pas. Moi je suis pas exhibitionniste, hein, contrairement à pas mal de gens que je connais. Enfin je dirais pas de nom. Ils se sont ravisés. On m'a montré un acteur l'autre jour qui était à poil comme ça. Je me disais, mais c'est pas possible. Enfin bon bref. Et ouais, moi je suis pas exhibe, tu vois, surtout là dans les larmes, les sentiments et tout, quoi. Donc équipe réduite, quoi, dehors. Ouais. Qu'est-ce qu'ils ont besoin d'être là? Ils ont pas besoin d'être là. Hein? T'es d'accord? C'est comme quand tu fais une scène au cinéma, tu tournes et tout, t'es à poil. Bah, équipe réduite, quoi. T'as pas besoin d'avoir tous les machinaux, tout le monde qui te regarde, non. T'as juste le cadreur, le mec qui fait le son, et puis le metteur, et puis voilà. Moi, je suis pour ça. Ouais, t'as besoin quand même d'avoir ta bulle dans ces moments-là, ouais. Mais le doublage, c'est spécial, parce que un tournage, c'est quand même plus facile. On est en condition et tout. Le doublage, on est dans un studio, il fait chaud, nanana, c'est pas évident de se projeter dans l'image, tu vois, dans l'histoire. C'est dur de te projeter en prison quand t'es dans un studio où il fait chaud, il fait beau, tu vois. Tu dirais que c'est plus difficile, toi, le doublage, que de te faire de l'image? Oui. Moi, je trouve que c'est beaucoup plus difficile, surtout pour des scènes comme ça. Parce que des scènes de folie ou de larmes et tout, etc., quand t'as toute une équipe de cinéma qui est là, de gens et tout, etc., quand tu vois la difficulté d'organiser la scène, passer des caméras et tout, etc., bah, ça monte. Et puis quand on me dit, à toi, t'as un silence de mort, t'as 50 personnes, bah, ça vient, tu vois ce que je veux dire, tu craques, c'est normal, quoi, tu vois. C'est ton boulot, t'es payé pour ça, quand même. Ouais. Alors dans le doublage, c'est quand même beaucoup difficile, hein. C'est difficile, hein. T'es confort, un studio, machin. Il y en a beaucoup qui trichent, hein, dans le doublage, hein. Moi, je suis contre. De quelle façon? Qui font semblant. Mais moi, je suis contre. Je suis pas d'accord. Si l'acteur ou l'actrice, hein, s'il se fait du mal à l'écran, en original, s'il pleure vraiment et qu'il s'est vraiment défoncé la gueule, eh ben, en doublage, tu te dois de faire pareil. Et c'est pour ça que des fois, je suis très virulent et je m'engueule avec énormément de gens dans le staff. Parce qu'ils trichent, ils font semblant. Et l'ennui, c'est que ça s'entend énormément quand tu triches. Tu vois? Voilà. Un jour, moi, j'ai fait toute une série pour la radio, l'Amérique, de Kafka. Tu vois, c'est un truc énorme. Je faisais le môme, donc j'avais le rôle principal. Hein. Et c'était de la radio. Donc la radio, t'as juste des micros, tu vois, donc t'as pas la caméra. Et le môme, à un moment, il a tout un discours comme ça, où il pleure et tout, machin. Je vais pas me faire chier pour la radio. Hein. Donc, vas-y, j'étais jeune. Hein. C'est Christine Bernard-Sugy, la réalisatrice. Et donc, je fais tout mon speech en faisant semblant de pleurer. Oui, alors, là. Elle a rien dit, hein. Elle m'a simplement dit, viens t'écouter en cabine. Je suis monté en cabine et tout, nanana. Je m'écoute. Putain, j'ai eu honte, quoi. Mais honte. Je dis, je suis désolé, Christine, pardon, je savais pas. Elle me dit, Manuel, les micros, c'est pire que la caméra. Parce que la caméra, tu peux tricher. On peut mettre des fausses larmes, tu peux te cacher derrière les yeux, derrière tes cheveux. Bon, j'en ai plus, mais tu peux te cacher derrière tes cheveux. Elle me dit, les micros, tu peux pas tricher. Tu vois, j'avais 15-16 ans. Hein. Les micros, tu peux pas tricher. Et là, j'ai bien vu le résultat. Et ben, depuis ce jour-là, j'ai fait, OK, les micros, tu ne peux pas tricher. Tu peux pas tricher avec un micro, ça s'entend. Donc, à chaque fois, tu vas chercher la même émotion que le mec à l'image. Il était obligé. Ouais. Ou le rire. C'est très dur de rire aussi. C'est même plus difficile de rire, des fois. Mais je te parle un vrai rire. Ouais. Un jour, je dirige plus, t'inquiète. Je dirigerai plus jamais. Faut pas dire jamais, mais j'ai plus envie, en tout cas. Et un jour, il y a une fille, elle arrive, que j'avais engagée, qui voulait absolument travailler, donc je suis sympa, je finis par l'apprendre, tu vois, pour un petit rôle et tout, mais machin. Et puis elle faisait une petite fille qui riait, quoi. Premier truc, hein, elle se retourne vers moi, elle me fait, je suis désolé, je ne sais pas rire. Je fais, pardon? Je fais, oui, je ne sais pas rire, mais vous allez m'apprendre. Je fais, non mais attends, tu crois que j'ai que ça à foutre de t'apprendre à rire? Et même l'ingé son qui était là, qui disait pas grand-chose, hein, qui était bien à sa place, il se retourne, il fait, non, excusez-moi, mademoiselle, mais qu'est-ce que vous faites là, alors? J'ai trouvé ça génial, ce qu'il a dit, quoi. Ah. J'ai fait, et c'est vrai, elle savait pas rire. Elle riait faux. Je fais, bon, tu signes et tu t'en vas. Au revoir. Et depuis, je parle plus, bien sûr. Wow.
On m'a dit, Michel Vignier notamment, plus le comédien est bon, plus c'est facile à le doubler. Du coup, toi, tu n'es pas exactement de cet avis? Si. Ah si, il a raison. Plus le comédien est bon, plus c'est facile. Alors maintenant, faut arriver à faire ce qu'il fait. Mais il te donne toute la musique. Il te donne tout. Donc il suffit de bien écouter et puis de refaire pareil. S'il est mauvais, c'est terrible parce qu'il faut que tu réfléchisses. Et le doublage, on ne doit pas réfléchir. Un mec comme Sean Penn, t'essayes de... Ah bah j'ai pas du tout à réfléchir. Là. Choper les notes. Voilà, tout. La même intention qu'il fait, le même truc, quoi. La même musique, le même truc. Dans les yeux, la même chose, quoi. La même chose. On est là pour faire le même film dans le doublage. Moi, vraiment, je me bats pour ça, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a dit, je ne dirai pas son nom, mon foie va se reconnaître, là, je te parle de ça il y a 2 jours, hein, qui m'a dit, oui, tu comprends, moi, une nouvelle directrice, hein, je ne sais pas pourquoi elle est là, enfin, oui, moi, tu comprends, moi, pour moi, ce qui est très important sur un plateau, c'est qu'il y ait une bonne ambiance. J'ai rien dit, hein, je suis parti. Moi, je m'en rends rien à foutre qu'il y ait une bonne ambiance sur un plateau. Moi, le plus important pour moi, c'est que le boulot, il soit bien fait. Moi, Virginie Méry, elle est super dure sur les plateaux. M'en fous, moi, elle fait du bon travail. Ce qui se passe sur le plateau, ça reste sur le plateau. On n'est pas là on ne vient pas au patronage, quoi. Mais maintenant, c'est ça. Et on veut les bonnes ambiances sur le plateau. Tout le monde, c'est bienveillant. Je supporte plus ce mot. J'adorais le mot bienveillant, hein. C'est un mot que j'aimais bien et tout. Je ne supporte plus. Parce qu'il est galvaudé. Ouais, parce qu'il est galvaudé, quand même. Merci pour ta bienveillance. Mais je suis pas bienveillant du tout. Si j'ai besoin de te mettre un coup de pied dans le cul pour avoir le résultat, je le ferai. Moi, j'ai appris comme ça, ce boulot, hein. Quand j'étais à la Comédie Française, mon metteur en scène, c'était Michel Vitold. Je sais pas si tu vois pas. Non. Mais c'était un fou. Un fou. Le mec, il avait des cheveux comme ça, petites lunettes, il hurlait. J'étais terrorisé, mais j'ai appris comme ça, quoi. Tu vois? Tu penses que tu apprends mieux dans la dureté? Ça dépend des fois, ça dépend. Quand j'ai démarré le doublage, quand j'ai appris à la petite maison dans la prairie, c'était Richard Heinz qui dirigeait. C'était un vieux monsieur, il avait une canne. Et à chaque fois que tu te plantais, ou tu étais trop court ou trop long et tout ça, il mettait un grand coup sur sa canne. Je te jure, c'est vrai. Wow. Bon voilà, mais ça reste du coup. Ça fait le juge avec son marteau, là. Ouais. Il terrorisait ce bonhomme. Bon, Sean Penn, c'est quand même une belle carrière, hein. Au hasard, on peut citer La Ligne Rouge de Terrence Malick, Dans la peau de John Malkovich de Spike Jonze, Accords et désaccords de Woody Allen, Mystic River de Clint Eastwood. Ouais. Quel est le film sur lequel tu t'es le plus éclaté? Bah, tous. Tous. Il n'y en a pas un en dessous, quoi. Non, il n'y en a pas un en dessous, non. Non, il y en a des un peu moins bien, mais comme je m'éclate à chaque fois, je dirais bien tous. Mais le dernier, c'était incroyable, le dernier. J'ai pas eu le temps de m'éclater, vu qu'on m'a donné 1 jour et demi pour faire le film. Film annonce compris. C'est ça dont je voulais te parler. Daddio, film à 2 personnages, un film génial. Un film génial. La nana, elle sort de l'aéroport, Dakota Johnson, elle sort de l'aéroport, je spoilie pas, hein. Elle sort, elle monte dans un taxi, le taxman, c'est Sean Penn. Bonjour. Tout le film se passe dans le taxi. Oh, wow. C'est hallucinant, c'est réalisé, mais vraiment, tu t'ennuies pas une seconde. C'est top. Bon, maintenant, je vais pas raconter l'histoire, hein. Ça fait scandale à New York, hein, quand même. Attention, c'est un peu... Okay. C'est top, c'était sublime. Eh ben, écoute-moi, il y a 630 lignes. 630 lignes, d'accord? Oh. On m'a donné 1 jour et demi pour le faire, film annonce compris. Non, Quand tu vois qu'un film annonce, des fois, tu mets genre une limite la demi-journée à le faire, quoi, au moins 2-3 heures, quoi, d'accord, ouais. Hein? Ok, 1 jour et demi. On m'a dit, et à la ligne, hein. Va pas dire que j'ai pris des fortunes, à la ligne, ok? Comme si je faisais les feux de l'amour, hein. Pareil. Et on m'a dit, c'est ça ou rien. Hein? T'es pas content? Il y avait 15 mecs derrière qui voulaient reprendre le rôle. Et à chaque fois, moi, Sean Penn, c'est pareil. Il y a 15 mecs qui sont derrière pour prendre le rôle. Alors, ce que je fais, je travaille à la ligne. Voilà. Ils veulent savoir, non, je gagne pas d'argent, du tout. Je suis payé à la ligne, je suis Sean Penn à la ligne. Bah oui, monsieur, dame. À contrario de... À contrario de mecs qui font des trucs de merde et qui prennent des fortunes. Du gré à gré, ce qu'on appelle. Du gré à gré, voilà. Ouais. Je m'en fous, tu sais. Moi, je m'en fous de l'argent. Je suis pas du tout vénal. J'en ai rien à carrer du blé, quoi. Je m'en fous total. Donc, si tu veux, pas faire un film parce que t'es pas payé un prix... Non.
Je trouve ça C'est quand lamentable. même un super privilège de faire Sean Penn, donc... Ouais, voilà. Ouais. Tu sais qu'on m'a même dit des fois, tu sais, tu devrais laisser tomber cet acteur parce que ça t'empêche de faire d'autres choses. Ah, je te jure. J'ai laissé tomber Sean Penn. Hein. Fuck you, hein. Les conseillers, tu vois, les bons potes. Tu vois. Ouais, j'allais dire, est-ce qu'il y en a un, tu me disais que, notamment ce film là où il est en prison et t'as dû aller chercher des trucs compliqués chez toi, est-ce qu'il y en a un en particulier où t'as vraiment galéré à trouver, mis à part celui-là? Le plus dur que j'ai fait, c'était un film qui s'appelait Les Fous du Roi. Ouais, pourquoi? Parce que c'était un film hyper dur. Il faisait un mec qui était un homme politique des années 40, où il parlait mal paysan, il faisait des discours devant 50 000 personnes. C'était limite facho, tu vois. C'était Michel Dorin qui dirigeait, qui est un mec genre à la labiale près, tu vois. Waouh, pour moi, c'est le film le plus dur que j'ai fait. C'est Les Fous du Roi, ouais. Les Fous du Roi. C'était incroyable comment c'était difficile, quoi. Combien de temps t'as bossé dessus? Oh, ça avait bien duré 4 jours, hein. 3-4 jours, hein, je crois, quand même. La vache. 3-4 jours, ouais. Quelle année ce film? Je ne saurais pas te dire. Non. Ok. Mais autrement, non, mais ils sont tous super. Mais là, le dernier, Dadio, ouais, Dadio était top, hein. Mais This Must Be the Place, pour moi, c'est un de mes préférés, quoi. Le mec, tu l'as pas lu, ce film? Oh, tu devrais. Il y a plein de films de Sean C'est Penn un que j'ai pas bijou. vu, ouais. C'est un film de Paolo Sorrentino, c'est un road movie, quoi. Et il est là, il est habillé en femme, il est en travesti et tout. Alors, tu détestes le film ou t'adores, hein. Mais moi, j'ai adoré ce film, quoi. Tu vois, j'ai adoré. Et d'ailleurs, depuis ce jour-là, depuis que j'ai fait ce film, écoute, pour bien faire ce film, il fallait que je sois super mal. Donc, pour être super mal, super déstabilisé. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé habiter dans dans un appartement qui n'était pas le mien, tu sais, qui était pas loin du studio, parce que c'était à Vanves. Okay. Donc je vais là chez mes beaux-parents, tu sais, quand t'es pas chez toi, t'es hyper mal. Ils étaient partis en vacances, t'as rien touché. Donc j'avais la même attitude que Sean, toi, dans le film. J'étais comme ça le soir, et tout, je regardais la télé comme ça et tout. Complètement, tu vois. Et j'avais une petite valise. Dans le film, il y a toujours une petite valise qui se trimballe, qui roule. Et ben depuis ce jour-là, j'ai une petite valise qui roule et tout, quand je vais en convention et tout, pareil, quoi. C'est incroyable, quoi. Le film m'a marqué énormément. Mais She's So Lovely, c'était magnifique, de Nick Cassavetes. Ouais. Bon, puis il y en a plein qui sont super. Je saurais même plus dire. Ouais. Ouais, pour moi, je suis super client, quoi. Il a une belle carrière et tout, ouais. Il est parfois énigmatique. J'adorais Brad Pitt aussi, hein. Ouais, c'est vrai. Hein, on va en parler. Brad, hein. Attention, hein. Fuck you. Il est parfois énigmatique, Sean Penn. Tu suis un peu sa carrière de réalisateur et sa vie privée? Ouais, un petit peu. Ça te donne pas la... Je suis pas une midinette, je suis pas genre fan et tout. Non, mais ça donne pas la sensation de, quelque part, de le connaître un petit peu depuis le temps que tu le fais, depuis le temps que tu le suis? Si, bien sûr. Bah, je vois ce qu'il fait, tout, etc. Je vois les conneries qu'il fait. Voilà, parce qu'il a fait des conneries quand même. Hein. Voilà, mais bon, mais c'est sa vie, quelque part. Moi, je peux pas, tu vois. Ouais. Non, voilà, puis même, je le suis pas politiquement, tout ça. Non, mais je suis pas le fan. Non, je suis pas fan, non. Non, je fais mon boulot. Mais c'est vrai que quand il y a un article sur lui, ou... Bah là, il a produit un film, je suis allé voir le film, et puis j'ai dit à ma meuf, viens, on va le voir, c'est Sean qui a produit. Ça me fera un peu de sous, tu vois. Je veux dire, voilà, il y a quand même du cœur, quoi. C'était très bien, d'ailleurs. C'est cool. Tu le fais depuis 30 ans. Tu saurais me parler de lui, tu saurais me le décrire, en fait, comme... Parce que c'est un mec vraiment atypique, il a un parcours atypique, il a une façon de penser, de faire atypique. Pour toi, c'est un comédien comme un autre que tu doubles, ou t'entretiens plus de proximité avec? Plus de proximité. Ouais. Je suis vraiment super intime avec lui. Mais je l'ai rencontré, tu sais, Sean. Non, dis-moi. Ah, tu savais pas? J'ai rencontré Sean Penn. Quand ça? Bah après She's So Lovely, là, en 97, hein, c'est vieux. Hein. Comment ça s'est passé? Eh ben, on m'a téléphoné, c'était la soirée des producteurs là pour le Festival de Paris, et Sean Penn, il avait eu le prix d'interprétation à Cannes pour She's So Lovely, il avait eu la Palme d'Or, et le producteur, c'était René Klettmann, c'est un producteur français. Okay. Et d'ailleurs, il y a une petite histoire qui est incroyable, c'est qu'à l'époque, ils ont sorti donc des VHS, et c'était des VHS à l'époque,
Et le producteur, il aimait tellement la version française, c'est très rare. Hein. Il a sorti la VHS, la version originale, et après la VHS, après la version française sur la même cassette. Enfin bon, bref, c'est René Kleitman qui a dit à Sean Penn qu'il a dit, tu sais, le mec qui double, il s'est fait du mal hein, pour toi et tout. Et Sean, il a dit, bah, faut l'inviter au resto. Et donc, je me suis retrouvé, on m'a appelé, je sais plus, je croyais que c'était un canular, tu vois, je pensais que c'était des potes, quoi. Et pas du tout, c'était vrai. Et voilà, j'étais convié dans un resto aux Champs-Élysées. Et voilà, et puis on m'a montré une table que je me suis assis. Bon, moi, je te la fais vite, vite fait. Donc je me suis assis, puis j'ai attendu et tout ça. Et puis à un moment, j'ai vu rentrer Sean Penn avec des gens. Je me suis dit, on m'a fait non, il y a un protocole avec les Américains, faut attendre, monsieur. Donc j'ai attendu. J'étais avec plein de gens, je picolais, du champagne, tout, c'était bien, machin. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui est venu à côté de Sean Penn. Moi, je le revoyais, Sean, mais lui, il savait pas qui j'étais, mais moi, je le voyais bien à sa table. Et puis, il s'est penché vers lui, blablabla. Il m'a montré du doigt, et là, j'ai vu Sean Penn qui me regardait. Je l'ai regardé, et Sean, il s'est levé, et le gars m'a fait signe, levez-vous, monsieur, c'est américain, quoi. Et donc, je me suis levé, j'ai bousculé la bonne femme qui était à côté de moi, j'étais un peu bourré, et je me suis approché de Sean, et tu vois, comme ça, donc tout le monde dans le resto, et il m'a fait, hey man! J'ai fait hey man, et on s'est tapé dans la main et tout. Bon, je parle pas très bien anglais, c'est ça qui m'a un peu emmerdé, mais bon, j'ai parlé avec lui, je suis resté à côté de lui, j'ai passé la soirée à côté de lui, quoi. Il m'a assis à côté de lui, et puis voilà, j'ai passé une soirée super, quoi. Et ce qui était super, c'est que tu avais tous les producteurs et plein de gens de cinéma hyper importants et tout, tu vois, qui venaient bien sûr rencontrer Sean Penn, quoi. C'était la star du truc, quoi. Il était vachement connu à l'époque, hein. Et ouais. Et moi, j'étais à côté de lui. Tout le monde se demandait qui j'étais, quoi. Et ça devait être quelqu'un de vachement important, vu qu'il est à côté de lui, quoi. Donc tout le monde disait bonjour avec déférence. Bonjour, moi, j'étais mort de rire, quoi. À un moment, t'as Besnéard. Ouais. Il est mort, Besnéard. Je crois pas. Il n'est pas mort. Hein. Pardon, Dominique. Enfin bon, il arrive, Dominique Besnéard, que je connaissais depuis très longtemps. Hein. Mais bon, c'est pas grave, je l'ai vu l'histoire, je m'en fous. Je n'ai plus rien à perdre maintenant. Et il arrive, il est en kimono et tout, il se et tout. Et puis il arrive avec un bonhomme, et Sean Penn, il le regarde comme ça, toute ma vie, je me rappellerai. Il le regarde comme ça, tu vois. Puis il demande au mec, c'est qui, tu vois. Et moi, je riais. Et le mec, il fait, it's a very important agent, is the agent of Sophie Marceau. Comme ça, tu vois. Et Sean, il fait genre, really? Ouais. Il y avait tout le dégoût du monde, je te jure. Ouais. Rien à foutre. En plus, il est entier. S'il a pas envie, il a pas envie, quoi. Tu sens qu'à l'époque, bon, maintenant il a changé, maintenant il a vachement vieilli, là, il a pris un coup dans la gueule, le pauvre, il est vieux maintenant. Mais à l'époque, tu le sentais tu sentais qu'il avait dû picoler beaucoup dans sa vie, qu'il pouvait partir au quart de tour, quoi. Je le sentais hyper nerveux, quoi. Il était gentil, mais tu sentais que le mec, fallait pas l'emmerder aussi, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Il était super speed, quoi. Ouais, il dégage un truc animal à l'écran. Oui, complètement, ouais. Et mais bon, voilà, j'ai adoré cette histoire. Et depuis, j'ai appris un truc quand même, ça peut te paraître con, ça fait un petit bout de temps maintenant que je sais ça fait 4-5 ans, c'est Laurie de la Warner qui a dit ça à Barbery. Eh ben, il met mon nom dans ses contrats, Sean. Oh. Ben ouais, pour être sûr que ça soit moi qui le double, tu vois. Ouais. Parce que comme il y a un enfoiré ou deux qu'on virait sur un film ou deux, tu vois, il l'a su. Voilà, il l'a su et mon pote. Tu trouves un moyen de lui dire merci. Ça y est. Non, je lui ai écrit, on lui a écrit une lettre et tout, etc. Cool. En lui disant merci. Je vais, tu sais, avant de toi, je doublais Johnny Depp, Brad Pitt. J'ai en France, tu vois. Voilà, j'irai pas me mettre à genoux si on me vient, on me vire, quoi. Donc, fais quelque chose, parce que, voilà. Je suis pas, tu vois. Et ben ouais, et quand j'ai su ça, j'étais hyper content. J'ai dit ah ouais et tout. Et j'ai compris pourquoi l'autre qui m'avait viré m'a rappelé. Compris. Pas le choix. Voilà. Ah ouais. Bah, écoute, sacré gars quand même. Hein. En 1993, qu'est-ce que ça t'évoque cette année ? T'as fait pas mal de choses. Oh, c'est une année énorme. Ah ouais. C'est une année où j'ai doublé Brad Pitt, Sean Penn et Johnny Depp. Alors, en doublage, c'est vrai que c'est un peu ton année. Tu fais Christian Bale dans Swing Kids, Johnny Depp dans Gilbert Grape, Michael Biehn dans Tombstone, et tu fais même Danny DeVito, enfin son perso moustache, dans Last Action Hero. Je sais pas si tu te rappelles de ce truc-là. Je m'en rappelle pas du tout. C'était DeVito ? Un chat, dans Last Action Hero, le film de Schwarzy, pas avec Schwarzy. Pour aller plus loin, les années 90, tu éclates et tu t'éclates
dans des films super populaires tels que Wayne's World, The Crow, Léon, Ace Ventura, Clueless, Beauté volée, Marie à tout prix. T'étais le roi du pétrole à ce moment-là, non? Ouais, je travaillais j'avais des super rôles et tout. Ouais, j'étais vraiment à la mode à un moment. Mais il y a vraiment une année où dans la même année, j'ai doublé Sean Penn, Brad Pitt et Johnny Depp. Ouais, c'est fou. Et les trois. Et mon agent, j'avais un agent pour tourner, quoi, m'envoyait tourner sur les trucs genre Minimati ou les. Et à un moment, je suis allé la voir, j'ai fait, attends, tu te fous de ma gueule, je double, putain, les 3 meilleurs acteurs de ma génération. Enfin, mais le doublage, il fallait pas en parler à l'époque, tu vois. Ouais. Et elle m'avait dit, ouais, mais c'est du doublage, Emmanuel. Nanana. J'ai dit, mais putain, c'est vachement important le doublage, vous vous rendez pas compte? Et il disait là, oui, non, mais faut pas le dire, tout. Tu vois, voilà, c'était vraiment un bis-bis, quoi. Ouais. C'est curieux, quand même. J'étais un super agent, en plus. Hein. J'avais un bon agent. Hein. Mais bon, c'était la honte avant de faire du doublage. Fallait pas le dire. Tu parlais d'une mode. Tu dis que t'étais vachement à la mode à l'époque. T'as l'impression qu'il y a des modes comme ça pour les voix, des personnalités? Complètement. Mais c'est comme Sean. Hein. Sean Penn, il était super à la mode à un moment. Ouais. Quand il y a eu 21 grammes et tout. Je crois que où il était le plus à la mode, c'est pour 21 grammes. En plus, il était hyper beau, dedans. Le film, il avait cartonné. C'était ce moment-là, il était hyper à la mode, donc moi, j'étais à la mode aussi, tu vois, c'était super. Oui, il y a des modes dans le doublage, vraiment. Il y en a 2-3 qui sont à la mode. Du coup, tu passes de mode et au revoir. Et t'as une voix qui devient obsolète, alors? Ouais. Ça dépend pour qui, hein. T'as des petits malins, ils savent se vendre un peu plus, toi. Tu vois. Non, mais c'est vache, parce que t'as des mecs qui doublent 3, 4, 5, 6 acteurs, quoi. Et moi, on me fait, non, pas toi, tu doubles Sean Penn. Bah si, c'est un film par an. Moi, je devais quand même doubler Joaquin Phoenix, quand même. Hein. T'imagines, t'as vu la carrière qu'il a fait? En plus, je te parlais du film, là, tout à l'heure, que je te disais, Beautiful Day, c'est Joaquin Phoenix, hein, j'aurais adoré faire ça. Gladiator, tout ça, machin. Je devais faire Joaquin Phoenix et je l'ai pas fait parce que je faisais Sean Penn, la cliente de je sais plus... Universal non, c'était Sylvie Pilater, son nom. Je me rappelle plus ce que c'était. Gladiator, c'est DreamWorks, peut-être? Non, c'était avant, c'était le film avant, un film avec Cage. Enfin bon, bref, moi, donc j'ai pas fait cet acteur, et puis... Ouais, puis il y en a d'autres, quoi. Puis Johnny Depp, regarde. Dora, il a jamais compris pourquoi j'avais pas continué dans Johnny Depp. Tu vois, il m'a dit, j'ai jamais compris pourquoi t'as pas perduré sur cet acteur, Emmanuel. Jean-Pierre Dora, tu vois, qui m'avait mis dessus. Et quand je vois maintenant qu'il fait du rock et tout, c'est vrai que c'est dommage, quoi. Je n'ai pas compris, quoi. Ouais, mais bon, de toute façon, on peut pas tout doubler, hein. On peut pas tout doubler. Et puis, je pense ça paraît con, mais je crois qu'il y a une espèce de force spéciale de l'univers. Tu sais qui te choisit. Toi, tu doubles celui-là. Toi, tu doubles celui-là. Enfin, moi, j'ai l'impression que c'est un peu ça, toi. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose ailleurs, quoi. T'as l'impression que t'as rencontré Sean parce qu'il fallait que tu le rencontres. Voilà, attends, j'avais Brad Pitt, Johnny Depp, Sean Penn. Pourquoi on m'a filé de celui-là? Au début, je faisais la gueule. Moi, j'étais fan de Brad Pitt, pas du tout de Johnny Depp, de Sean Penn. Moi, je trouvais moche Sean Penn, quoi. Brad Pitt, attends, t'imagines dans l'Armée des 12 singes comment il était mignon et tout. J'étais là, je suis yes et tout, je suis trop content et tout. J'avais fait avant dans California, où vous avez un serial killer. C'est super. Moi, j'étais fan de Brad, hein. Quand ils m'ont viré, là, j'étais à dubbing, j'ai traité de tous les noms dans les couloirs de dubbing. Il était minuit, je marchais comme ça, bande d'enfoirés et tout. Justement, t'en parles, on va en parler. En 95, tu fais donc Brad Pitt dans l'Armée des 12 singes. Quel ovni, ce film. Mais qu'est-ce qu'il est bon. Qu'est-ce que t'en penses, toi, de ce film? J'ai adoré. Le rôle est dingue. Non, tout dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Tout est dingue. Puis c'est ma vraie rencontre avec Patrick Poivet. Ah ouais, Patrick, je le connaissais comme ça parce que j'avais vu des films et tout, machin, tout ça, mais on n'était pas intimes. Alors que quand on a fait l'Armée des 12 singes, ah putain, même si ça, c'est un jour de doublage, hein, Brad Pitt dans l'Armée des 12 singes. Ouais, c'est vrai qu'il a pas grand-chose. Il a 350 lignes quand même, Brad. On a eu 4 jours pour faire le film. Hein. L'Armée des 12 singes, c'est 4 jours d'enregistrement. Point. Basta. Mais ouais, t'imagines. Parce qu'il y a le budget, je sais pas, et tout. Mais donc, un jour avec Poivet. Mais attends, quelle journée. Torse nu sur le plateau, chauffage à 42, ping-pong à midi, avec Patrick Marlinger qui était fou, qui était super mauvais joueur. Non, mais une journée que t'oublies jamais, quoi. Tu Patrick vois, Poivet. Jamais. Et Patrick était là qui me disait, picolait, et puis il me disait, c'est l'avenir, ce film, c'est l'avenir. Et il avait pas tort, il y a des choses incroyables quand même. Quoi. Ouais. Le film est ouf. Moi, il m'a surpris. Je vais te dire un truc. Je suis allé le voir au cinéma. J'étais fan de Bruce Willis, mais je m'attendais à un film comme Piège de cristal, tu vois.
Ah non. Ouais, non. Ah ouais, non. Comme tu dis, C'est ouais. beaucoup plus intelligent. Je suis allé voir et du coup, j'ai pas compris. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que ça? C'est intelligent. Et tu te fais un peu possédé par cette musique à l'accordéon, ce voyage dans le temps et dans les émotions. Enfin, c'est un grand film de Terry Gilliam. Grand film. Ouais. Vraiment. Et c'est vrai que Brad Pitt a un rôle, mais top. Génial, ouais. Mais il est fou dans le sous le sens du terme. Elisabeth Jenner sur ce rôle qui faisait Madeleine Stowe. Elle était fantastique aussi. Attention. Les gens étaient tous super investis sur ce film. Un film que je recommande, vraiment, une aventure qui vous laissera pas indifférent, c'est certain. Tu devais le reprendre sur Fight Club, Brad Pitt, mais ils avaient trouvé que tu matchais pas bien avec l'autre comédien, c'est ça, tu m'avais dit? Qui ça, c'était Damien Boisseau déjà sur Norton? Mais non, c'est pas du tout ça l'histoire. Alors vas-y, dis-moi. Oh, putain. L'histoire, je devais faire Fight Club. Ouais. Projection privée. Ouais. Avec Fred Taïeb, Jean-Pierre Dorat, toujours, Jean-Pierre Dorat, bon, mon directeur préféré, au Auditorium de l'Étoile. On voit le film, je suis avec Bernard Gabet. Ok. C'est Bernard Gabet qui devait faire Edward Norton. Ok. On voit le film et tout. Super. Moi, j'avais fait la bande-annonce. Gabet, il se lève de la projection, il se lève et tout. Il dit, messieurs, devant Dora et Taïeb, on était 4, la projo, t'imagines la classe. Wow. Il me fait, messieurs, je refuse de faire ce film, c'est un hymne à la violence. Mais non. Moi, je me retourne, je lui fais, non mais attends Bernard, tu comprends rien, c'est un rêve. Il me fait genre, c'est ma carrière. Ça, j'oublierai jamais. Hein. C'est ma carrière, je fais ce que je veux. Messieurs, au revoir, je ne ferai pas ce film. Et il part. Je te le... Texto, hein. Les deux, ils restent comme ça, mais interloqués, et ils me regardent, Fred Taïeb, il me regarde, il me fait, et toi, tu veux le faire, le film? Je le regarde, je fais, bah ouais, tu m'étonnes. Moi, j'avais pris une claque énorme, mais quoi. Ouais. Ils me font montrer bien. Bon, allez, on t'appelle et tout. Et ils se barrent. C'est après la bande-annonce. C'est après que je fais la bande-annonce. Voilà, j'ai fait une fois une bande-annonce. Ouais. Et ils cherchent un mec pour faire Edward Norton. Normal. Ah ouais. Ils cherchent, ils ont du mal. Hein. Ils finissent par prendre Damien, trouvent Damien. Ils font faire la bande-annonce à Damien. Il s'était passé du temps, le temps qu'ils le trouvent. Et ils envoient tout ça en Amérique. Et là, on leur envoie en leur disant, bah oui, mais les voix sont trop proches. Mais moi, j'ai fait l'essai par rapport à Gabet. Tu vois ce que je veux dire? Et avec Damien, enfin, les voix étaient trop proches, quoi. Ça le faisait pas. Ils en avaient tellement chié à trouver Edward Norton. Il y avait Dufay qui était derrière, enfin, il ressemble à Carrel maintenant, qui avait une voix plus grosse, qui avait une grosse voix. Ils ont fait, bon, bah, hop, voilà. Et c'est comme ça que j'ai perdu Fight Club, et c'est que j'ai perdu Brad Pitt, surtout, quoi. Wow. Ouais. T'aurais pu refaire la bande-annonce, sachant que maintenant c'était Damien, t'aurais pu le retravailler un petit peu différemment. Bon, après, je suis parti aux États-Unis, voilà, j'aurais dû refaire une bande-annonce, justement, mais j'étais dans l'avion. Ah merde. Et j'allais partir, et j'écoute mon téléphone comme un abruti, juste avant de décoller. Et message de Marilyn. Emmanuel, c'est Marilyn. Alors voilà, demain à 10h, on refait une nouvelle bande-annonce pour Fight Club. Et j'ai fait, mais Marilyn, je suis dans l'avion, là, je perds tout, je peux pas. Surtout que je n'étais même pas sûr de faire le film, d'ailleurs. Et du coup, je suis parti. Mais c'est la première fois de ma vie que je partais aux États-Unis, quoi. Donc voilà. Et pendant tout mon voyage, je disais, putain, mais quand même. Alors ma meuf, elle me faisait, non mais attends, Emmanuel, ça va, c'est bon, c'est que du doublage. Et je disais, ouais, t'as raison. Oh, mon frère, c'est comment? C'est Brad Pitt. Puis c'est Fight Club, quoi. Et c'est devenu notre joke pendant tout le voyage, tu vois, aux États-Unis. Voilà. Fight Club, magnifique, sublime film, quoi. Chef-d'œuvre. Et Gabet, je lui parle plus depuis. Hein. Ah merde. Je l'aime bien, attention, c'est un super acteur. Hein. Il a changé de nom, d'ailleurs. Je sais plus comment il s'appelle maintenant. Mais du coup, moi, depuis ce jour-là. Ok, bon, écoute. J'ai perdu Brad Pitt à cause de toi. Bon, alors, si je parle pas de Gargoyles, on va encore me le faire remarquer, mais je suis passé à côté, perso, donc je connais pas. Ça te parle, toi, Gargoyles? Ouais, ça me dit quelque chose, ça. C'est un dessin animé oui, c'était des gargouilles, donc. Tu faisais un perso qui s'appelait Raven. Ça te parle autant que moi. Tu saurais m'apprendre un truc sur la série, non? Si tu le dis. Non mais franchement, au demeurant, ça a l'air vachement bien. Ça a l'air de, je sais pas si tu te rappelles de ce Batman
avec Darbois, là. Tu sais, le dessin animé Batman, où le graphisme était tout carré. Il avait une mâchoire hyper carrée, comme ça. Mais la bande-son était charmée, le doublage était ouf. Et c'était Darbois qui faisait Batman. Et ben Gargoyle, c'est un peu la même prod, les mêmes gags aux États-Unis qu'on fait le dessin animé. Et donc, c'est aussi balèze. Et donc, dedans, tu faisais un mec qui s'appelait Raven. Bon, écoute, si tu t'en rappelles pas... Si tu le dis, non, je m'en souviens pas. Tiens, j'en profiter pour rapprocher un peu le micro. Ouais. Tu t'es battu avec. Mais souvent, les gens ils disent des trucs comme ça. Ils disent, tu te souviens? Mais on peut pas se souvenir de tout, quoi. Enfin, il y a des trucs qui te marquent. Des fois, même des tout petits rôles, des trucs qui te marquent. Tu fais, ouais, je me rappelle et tout. Mais il y a même des films, des fois, que tu oublies, quoi. Ouais. Tu vois, bah ouais, à force, quand même. Bah surtout, cette époque où t'étais à la mode, entre guillemets, t'en faisais je sais pas combien par jour, donc... Ouais. Ah, j'étais super à la mode à un moment. Ouais, c'était cool. Bon, dans les années 2000, tu repars sur les chapeaux de roue avec La chute du faucon noir, XXX, $1 Million Baby, Transformers, The Dark Knight, Watchmen. Est-ce qu'il y a un rôle qui t'a fait kiffer plus qu'un autre dans cette période? Non. En fait, non. J'ai confondu $1 Million. Je pensais que tu pensais... Je pensais que tu me disais $1 Million Hotel. C'est vrai que j'ai le film de Wim Wenders. Parce que ça m'a marqué. J'ai un double take parce que j'ai fait. Mais il a fait 2 fois. Non, il y a $1 Million Hotel et $1 Million Baby. Parce que $1 Million Baby, c'est celui de Clint Eastwood. Oui, ça y est. Bah, c'est José Lucioni qui faisait le doublage, je me rappelle. Il m'avait donné un rôle. Oui, non, mais j'ai un petit rôle dedans. Okay. Enfin, le frère de je sais plus quoi, 50 lignes. Enfin, c'est pas. Et $1 Million Hotel, c'était quoi? $1 Million Hotel, j'étais choisi par Wim Wenders et tout, et c'était le premier rôle du film quand même, avec Mel Gibson et Mila Jovovich. Et c'était un grand moment, ce film-là. Raconte-moi. Bon, ce qui a été super, c'est que j'ai fait ce film. Bon, ça s'est fait comment c'est fait. Mais après, j'étais à la projection. Et donc, j'ai rencontré Wim Wenders. Wow. Et ce qui était génial, si tu veux, c'est que Wim, c'est le réalisateur intellectuel à fond et tout, etc. Mais pas du tout. Le mec, c'est un punk, tu vois. Et moi, j'étais devant le Max Linder. Ils étaient tous rentrés et moi, j'attendais. Je savais qu'il allait venir, donc j'attendais Wim Wenders. Et je vois une voiture arriver, comme ça. Et je vois un mec qui sort, manteau de cuir noir jusqu'en bas, Santiago en croco, verte, chapeau de cow-boy. Ouah, plume et tout, tu vois, je fais ouah, et le mec, putain, il sort, petites lunettes et tout. Putain, c'était Wim Wenders, quoi. Et donc, le gars me présente et il me dit, oh, Emmanuel et tout, et il me dit, ok, on va parler après et tout ça. Bon, bon, bref. Et même, moi, il m'a dit, oui, tu m'en veux pas, D'ailleurs, j'ai pris un truc, ce qu'il m'a dit ce jour-là, je m'en suis servi moi après, quand j'ai dirigé pour 2-3 fois dans des films. Il m'a dit, tu me veux pas, j'ai pitché sa voix, j'ai enlevé tes graves. Il me parle comme ça, hein. J'ai enlevé les graves et tu es beaucoup plus jeune, beaucoup plus jeune. Ok, Wim, pas de soucis, c'est ton film, vieux. Enfin bon, bref. Donc il arrive au Max Linder comme ça, en rocker, chapeau de cuir et tout machin. Ok. Donc moi, tout de suite, puis il part, il monte et puis il va dans des loges. Moi, tout de suite, donc je vais dans la salle, la salle bourrée et tout. Et il y a un gars qui arrive, présentateur, messieurs, dames, nanana, me voici maintenant monsieur Wim Wenders et tout, etc. Donc moi, je suis là. Et là, qu'est-ce que je vois? Le mec arrive, petit costume marron, petites chaussures cirées, petites lunettes, tout. Et je fais, oh la folle escroc, quoi. Et j'en ai vachement voulu je le dis, je m'en fous, j'en ai vachement voulu à Bazin, Stéphane Bazin, parce que le lendemain, t'avais reprojection de ce film. Ouais. Moi, j'habitais à côté, en plus, j'habitais à côté du Max Linder. Il m'a pas téléphoné, Bazin, alors que t'avais Bono qui était là. Oh la vache. Qui avait fait la musique du film. Ah. Et sur les bouffées à la pizza à côté, au coin de ma rue, quoi, avec Bono. Il m'a appelé 3 minutes après, j'étais devant Bono, en train de dire, hey man, all right. J'en ai voulu à Bazin, je fais du rock, t'es avec Bono, tu m'appelles pas. Alors je précise pour ceux qui connaissent pas, Bono, c'est le chanteur de U2. Voilà. Et ouais. Super chanteur. Quoi. Bah écoute, il a marqué son époque lui aussi. Hein. Ouais. Dans l'animé Death Note, tu fais Ryuk, un dieu de la mort qui abandonne un de ses 2 cahiers de la mort dans le monde des humains pour se divertir. Le cahier, le fameux Death Note, est ramassé par Light, un lycéen surdoué, mais à la morale déséquilibrée, donc il s'en empare pour tuer les criminels et créer un monde utopique. Perso, j'ai adoré la série, mais c'est vrai qu'elle pose des questions d'ordre moral, notamment intéressantes. Tu ferais quoi, toi, si tu ramassais le Death Note?
Oh ben, y a plein de mecs que j'écrirai leur nom dedans. Hein. Alors, je vais te dire, tous ceux qui me piquent mon travail, là, je vais pas te dire de nom, mais il y a 2-3 acteurs, je les marquerai. J'aimerais bien les marquer, comme ça j'aurais beaucoup plus de travail peut-être. Mais c'est génial. Death Note, c'est super. Moi, je suis pas fan des mangas. Mais vraiment pas fan, mais celui-là, c'est un bijou. Ouais. Parce que l'histoire, elle est géniale. On a fait un super boulot sur l'animé, sans le faire exprès, parce que ça même pas ce qu'on faisait à cette époque-là, mais on s'est éclaté, on l'a bien fait. C'est pas Duberna qui dirigeait? Si, c'est Duberna qui dirigeait ça. Et d'ailleurs, j'ai passé l'essai, j'ai dit à Bono, mais c'est quoi? Il me dit, je sais pas, c'est ce que tu veux. Tu vois, je veux dire, c'était cool, quoi. Fais ce que tu veux. Alors voilà, j'ai été pris. Et ce qui est incroyable, c'est que le succès que ça a eu, mais c'est fou. Bah, c'est hyper bien écrit, en fait. Ça a des thèmes très touchy, mais c'est bien amené, c'est fin, c'est bien écrit. Ouais. Moi, je jouais en convention, il y a énormément de gens qui viennent pour le personnage que je faisais, Ryuk. Ouais, carrément. Bah, c'est le dieu de la mort, quand même. Ryuk, c'est marrant, c'est une figure de la mort qui reste neutre et choisit de laisser le libre arbitre. C'est quoi ton rapport avec la mort, toi? Un truc naturel, angoissant? Qu'est-ce que t'en penses? J'ai pas peur de la mort. Pas peur. J'ai pas envie de mourir. J'ai pas du tout envie de mourir. Hein. Encore des trucs à faire, quoi. Je sais pas, des paysages à voir, des filles à connaître, un peu de musique, je sais pas, des trucs à faire. J'ai pas du tout envie de mourir. Mais j'ai pas peur de la mort. Voilà. J'ai plus peur de rien, quoi. À un moment, j'ai eu peur, et quand j'ai eu peur, je suis parti ailleurs me remettre bien dans ma tête, quoi. Pour rapport, justement, pas avoir peur. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur dans la vie. Dans la rue, partout, tu fais ça, ils font ça et tout. C'est terrible d'avoir peur, tu vois. Et si on a peur, il faut faire quelque chose. On peut pas vivre en ayant peur. Tu vois, il y a un truc qui m'avait marqué dans Harvey Milk. T'as pas parlé de ce film de Sean Penn, Harvey Milk. Il a quand même l'Oscar du meilleur acteur dans Harvey Milk. Hein. C'est quand même le mec homosexuel, c'est incroyable. Sean qui était homophobe avant, quoi. Tu vois, c'est fou, quoi. Et prodigieux dans Harvey Milk. Tu crois vraiment... Et moi, j'étais un peu intolérant et tout, et grâce à ce film, je suis devenu vraiment tolérant. Et il y a une scène qui m'a traumatisé dans Harvey Milk, justement, c'est qu'il est homosexuel et tout. Tu vois. Il marche, il va à son bureau de politique, quoi. Il marche et tout, et à un moment, il a peur dans la rue, tu vois. Il y a un mec qui lui fait peur. Et il joue tellement bien, Sean, tu vois. Et il a peur parce qu'il est homosexuel, il a peur de se faire buter et tout, tu vois. Mais ça m'a marqué, cette scène, tu peux pas savoir. Pourtant, il fait rien, hein, mais... J'ai senti vraiment la peur du mec, quoi. Et j'ai dit, je veux jamais avoir peur. Et un jour, j'ai eu peur. Dans la vie, ça m'est arrivé. Je sais plus pourquoi. Je suis passé devant une bande de Kaira, je sais plus quoi. J'ai eu peur. Je fais, oh, man, t'as eu peur, là. Tout de suite, je me suis barré, je te dis pas où. Tout de suite, je me suis barré, prendre des trucs un peu bizarres, mais qui m'ont remis en place. Et je suis revenu, et je veux plus avoir peur. Si demain, j'ai peur, je repars. Ouais. Pas vivre avec la peur. Mais tu sais, les trucs psychédéliques, complètement. C'est de plus en plus prescrit. Ah, c'est très bien. Parce qu'il y a des gens qui commencent à se rendre compte que c'est pas le démon, le diable qu'on en a voulu nous le faire. Enfin, en tout cas, bien encadré, ça peut être vraiment thérapeutique. Ça dépend de qui t'encadre, hein. Attention, il ne faut pas faire confiance à qui. Hein, voilà, c'est ce que je dis, bien encadré. Moi, j'avoue, franchement, moi, ça m'a sauvé la vie. Ah ouais, carrément. Hein, ça m'a sauvé la vie, et voilà, et j'ai fait des cures pendant des années où chaque fois, une fois par an, je partais dans un endroit, j'allais faire une cure de champignons, voilà. Je me lavais la tête, le corps, j'enlevais toute la merde, tout, voilà. Je me nettoyais intégralement et je revenais propre, nickel. Et ça m'a sauvé la vie. Hein. Tu saurais me décrire une expérience comme ça? Ah, mais j'ai des trucs de fou, moi. Mon frère m'avait tapé dans le nez, je me suis remis le nez tout seul. Oh la vache. Tu vois, non, mais attention, tu fais des trucs de fou, hein. Je me suis remis le nez tout seul dans la glace. La première fois que je me suis rasé la tête, bah c'est là. Parce que je ressemblais à Ikovic, j'avais perdu des cheveux là, mais des petits cheveux là et tout ça. Je me regarde dans une glace et tout, je me suis dit, ah non, je prends ça. Et voilà, je me suis rasé dans la glace. C'est ce champignon hallucinogène. Par contre, c'est super dur. Parce que quand t'as plus de cheveux, tu peux plus dissimuler. S'il y a quelqu'un que t'aimes pas, bah, il le voit tout de suite. Hein. Si t'es pas content, il le voit tout de suite. Attention, c'est super dur de plus avoir de cheveux. C'est super difficile. C'est super violent. Hein. Seuls les chauves, ça... Tu peux pas dissimuler, tu vois. Ouais. Tout se voit dans tes yeux, tout. Voilà. Alors tu mets des lunettes noires. Non, non, mais ça m'a vraiment sauvé la vie. J'ai appris des tas de choses. Je suis devenu athée. Voilà, je suis devenu athée grâce à ça.
Après qu'en fait, tout ça, c'était toutes ces histoires de cathos, machin, nanana. Moi, j'avais une croix avant, ma grand-mère, catholique, machin, famille. T'as vu l'histoire de ma famille, l'autre qui se met une balle dans la tête. D'accord, t'étais croyant avant. Et pas de choix, t'es dans ta famille, on te met croyant, nanana. Quand tu vois l'horreur... Enfin bon, moi, j'ai pas parlé de ça, mais donc voilà, je suis devenu athée, j'ai jeté ma croix dans le canal, là-bas. Tu vois, non, c'est un truc qui m'a vraiment... Maintenant, j'y vais plus, ça y est, je suis bon maintenant. J'ai plus besoin. Tu vois, j'ai plus besoin maintenant. Tu vois, c'est ça qui est super. Ouais. Écoute. J'aurais peut-être pas à dire ça, parce que normalement, j'ai pas le droit d'en parler, hein, de ça, de ce voyage. Mais bon. On est libre. Ouais. On parle de ce qu'on veut. Ouais. Il paraît que... Alors pourtant, je peux pas le blairer. Je peux pas le blairer, pourtant, mais il paraît que l'autre, là... je suis fatigué. Le mec qui est avec Trump, là... Le plus riche du monde, là... Musk. Ouais. Il parlait de ça il y a une dizaine d'années. Ah bon? Ouais, il a parlé de ça ouvertement, en disant que oui, il a pris beaucoup de psilocybine et tout, nanana, que ça l'a amené hyper intelligent et tout, nanana, tu vois. Ah, tu vois, ça rend intelligent. Ah ouais. Bah lui, un jour, on lui a dit de fermer un peu sa gueule, mais bon, parce que quand même, ça foutait mal, tu vois. Et j'étais très surpris d'entendre ça. Oui, je précise qu'il faut que ce soit bien encadré. Non, faut pas faire ça n'importe comment. Voilà. Non, parce qu'on peut se suicider, hein. Bah, complètement. Tu peux te suicider avec ça. Très dangereux. Attention, c'est très, très, très dangereux. Ouais. Ouais. À mon avis, ça peut multiplier des peurs. Tu parlais des peurs, donc ouais, ça peut être très dangereux, mais... Bah, voilà, si t'es mal, t'es 100 fois plus mal, quoi. Ouais. Si t'es bien, t'es 100 fois plus bien. Donc encore une fois, dans de bonnes mains, avec les gens qui connaissent le sujet, je pense que ça peut être bénéfique. Mais... Et je connais un gars, je ne dirai pas son nom et tout, mais qui est très connu, qu'on connaît bien et tout, etc. Et il a fait l'expérience, il y a 2 ans, il est parti dans la jungle, carrément, il a fait le voyage, il est parti dans la jungle et tout, et il en est revenu transcendé. Hein. Il m'a dit, c'était... Voilà, j'ai tout appris. On va switcher sur d'autres, peut-être des choses plus terre-à-terre. Revenons un petit peu au doublage, d'ailleurs. Un style plus léger, effectivement, avec Dragon Ball Z Kai, où tu fais Ginyu, comment vous Ginyu, on dit. Ginyu, le chef des forces spéciales de l'armée de Freezer. Quand tu bosses sur DBZ, tu sais que tu entres dans un des bastions de la culture pop. Est-ce qu'il y a une approche différente? Non, mais je savais pas du tout ce que c'était quand j'ai fait ça. Ah, c'est vrai? Non, sans déconner. On a fait ça à Shinkel, je savais même pas ce que c'était. C'est pas du tout ma tasse de thé, je suis désolé. Dragon Ball, mec. Mais oui, je le vois bien aux conventions, les gens ils sont là, ils sont... Mais ok, les goûts et les couleurs, hein, tu sais, je veux dire, voilà. En parlant de couleurs, le tien, il était violet, je crois. Il était violet. Il est connu, hein, ils ont même fait une petite statue, là, ils ont sorti une petite statue, ouais. Ah, Dragon Ball, c'est... Ouais, des histoires qui sont marrantes. Dragon Ball, ouais. Dans One Piece, j'ai fait Kizaru. Ouais. Et tu veux que je te dise l'histoire? Je le raconte aux jeunes des fois. Alors, dis-moi. Tu sais que ça, l'histoire de Kizaru, c'est que au départ, il m'avait casté roulier pour faire Brooke. Okay. La petite tête de mort là, avec un chapeau et tout. Et j'avais fait tous les paroles et tout. Et il disait, ouais, c'est super Manu, je le sentais vraiment bien. En plus, ça parle à fond et tout, petite tête de mort, nickel quoi. Donc j'étais à fond dedans et tout. Et puis à un moment, il rigole. Donc je ris et puis il me dit, non, faut que tu fasses le même rire. Ah bon, j'essaye. Ah non, ça va pas Manu, c'est beaucoup plus aigu, faut que tu fasses le même rire. Je dis, mais je peux pas, j'y arrive pas avec ma voix, je peux pas. À cause de ça, j'ai pas fait Brooke. Tu vois? Et ils m'ont donné Kizaru comme l'autre consolation, quoi. Ce qui est bien aussi, comment j'étais content. Enfin, Kizaru, il parle très lentement. Enfin, c'était très chiant à faire. Alors que Brooke, il... Ah ouais. Tu préfères quand ça va vite? On est payé à la ligne, hein. Moi, je fais ça pour le pognon, hein. Faut arrêter les conneries, là. Okay. Ah oui, je fais ça pour l'amour de l'art, mon cul, hein. Tu fais ça pour le payer ta vie. Donc, plus ton personnage y parle, mieux c'est. Attends, faut pas déconner non plus. Après, faut assurer derrière, quand même. Faut assurer. Ouais. Passons à Walking Dead. Tu fais Daryl Dixon, incarné par Norman Reedus. Ouais. Et ce, depuis 2010. C'est qui, Daryl Dixon? Comment ça, c'est qui? C'est qui? C'est qui, ce personnage? C'est un mec cool. Il est cool. Il est cool, ouais. J'ai rencontré, hein. Je te montrerai, j'ai une photo avec lui. Ah ouais, j'ai une photo avec lui. Tu montres ça. Il est super cool, il est normal. Il adore le rock'n'roll. Je lui ai filé mon film. Il l'a gardé comme ça toute la soirée, dans ses bras. Non. Il est super sympa, Norman. Ouais, ils ont fait 2 saisons, là, en France. 1, 2, 3. La 3e est terminée en Espagne, ça y est. Ouais, en Espagne. Mais j'attends de la doubler. Ouais. Je vais me faire un peu de travail. Et puis, il parle d'une 4e maintenant, là, au Maroc. J'ai entendu parler. Je crois que c'est signé même déjà. Ok. Voilà. Mais les 2 premières sont en France. C'est pour ça qu'il y a du
pas mal traîné en France. Et... Non, pas du tout. Figure-toi que je l'ai vu parce qu'il faisait une expo. Ah, ok. Il n'était pas du tout en tournage, il faisait une expo. Et c'est un pote qui m'a appelé, un pote journaliste, il m'a dit tiens, il y a Norman Reedus, il fait son expo là, ce soir, viens, ça te donnera l'occasion de le rencontrer. Bon, le mec voulait faire des photos. Expo de quoi? Il peint, il dessine, Norman, okay. Il fait des tableaux et tout ça, des collages, des dessins, il fait de la peinture. Okay. Et alors c'est bien, t'aimes bien? T'en aurais acheté un ça coûte cher, tu rigoles, j'avais pas les moyens. Moi. Il t'en aurait offert un, tu l'aurais pris Oui, bien sûr. Ah ouais. Mais non, mais c'était super, il était hyper heureux de me voir. Ah cool. Mais hyper heureux. Tu peux pas savoir. Moi, j'étais content de le voir, mais j'ai rencontré Sean Penn quand même, tu vois. Bon, pour moi, c'est un acteur télé quand même, c'est pas Sean. Enfin, Sean, j'étais hyper impressionné, mais là, non. Enfin, j'étais content de le voir, voilà. Mais j'ai failli pas venir au départ, en plus, pour te dire. Non, mais je te jure. Donc, quand même. Ouais, et j'étais fatigué. J'ai dit, bon, je viens, mais je reste pas longtemps. Enfin, franchement, je suis pas resté longtemps, tu vois. Mais voilà, bon, j'étais content, mais voilà. Puis mon pote, il voulait faire une photo. D'ailleurs, je suis content d'avoir la photo. Hein. C'est sympa d'avoir la photo avec Norman. Mais il est cool comme mec, non? Super cool et tout. Mais où j'étais vraiment très surpris, c'est de l'accueil. L'accueil, quoi. J'ai dit, Norman, je me colle à côté de lui. Il est en train de parler de meuf. Alors bon, j'attends. Je sais pas lui quand même, j'attends. Puis je me colle à côté de lui. Puis quand il avait fini de parler, je fais, Norman, I'm the French voice. Il se retourne. Je fais, I am your French voice. Il se retourne, il me fait, Really? It's incredible! Alors là, carrément, il me prend comme ça, machin et tout. Il était super heureux et tout. Après, il me faisait des photos, nanana. Ouais, vraiment super cool. Écoute, un fan. Et il a rencontré quelqu'un il y a pas longtemps qui lui a dit je connais bien le mec qui te double. Je sais plus qui m'a dit ça. Il a fait ouais, yeah, Carson. Ça va quand même. Un fan, tu devrais l'inviter à tes conventions, il viendrait. Peut-être toujours on verra un de ces quatre, tu vois. Carrément. Il est toujours avec Diane. Ouais. Et tu sais ce qu'il a fait c'est ce qu'il a fait, Norman. Il a mis sur son compte Instagram un extrait de la nouvelle série Daryl Dixon avec ma voix. Français. Avec ma voix. C'est cool quand même. Hein. Ouais. Écoute, non, il a l'air cool comme gars. Ouais, mais je lui fais vachement de pub, hein, je peux te dire. Parce que tous les messages que je fais pour les gens, les filles et tout, des messages à la Daryl Dixon, tu vois, en convention, j'en fais. Ça veut dire quoi, la Daryl Dixon? Je prends une voix un peu pétée comme ça, et puis, mais il est très content. Hein, je l'ai vachement gratifié. Ah ouais? Bah ouais. Tu l'écoutes en original, il est vachement plus nazignard. Il a un peu comme ça. Alors, c'est pas terrible, en fait, tu vois. Mais maintenant, avec le temps, il s'aggrave. C'est marrant. Je pense qu'il a pompé sur la version française. Non, mais je te jure. T'es fan, c'est un fan, je te dis. Et moi, je l'ai, en fait, au début, je le prenais pas comme ça, puis après, je l'ai aggravé, tu vois. Ah ouais. Et plus je le faisais sale, plus les gens adoraient. Ils me disaient, putain, j'adore et tout. Non. Bah, du coup, j'ai continué à le faire sale, quoi. Okay. Je le trahis un peu. Je le prends vraiment, ça va et tout. Enfin, là, j'ai plus de voix. Mais je le prends vraiment crade, quoi. Ok. Et avec ses cheveux dégueulasses et tout, bah, ça le fait à mort. Tu penses quoi du spin-off, toi? Daryl Dixon, ça s'appelle? Pourquoi pas? Enfin, ça vaut Walking Dead, la série, ou c'est un peu moins bien? La première saison du spin-off, j'avoue, c'était pas vraiment bien. Ok. C'était un peu raté, c'était un peu... J'ai vu que le pilote, moi. C'était pas terrible. Ouais. Par contre, la deuxième saison, c'est nettement supérieur. Okay. Oh, ouais. Là, la deuxième, moi, je me suis éclaté. Hein, c'était super. Enfin... M'éclater, tu sais, c'est pareil, hein, on me prend, je suis tout seul, je fais les 6 épisodes dans la journée, au revoir. Hein. Ouais. C'est pareil, tu vois, excuse-moi, mais c'est pas cool, quoi, tu vois. Franchement, c'est pas cool. Parce qu'il a beaucoup de scènes solo ou... Non, mais parce que maintenant, c'est comme ça, et puis c'est les charges sociales, et puis c'est les charges sociales, et puis ils veulent dépenser moins d'argent, ils te prennent 15 jours, tu vois. Mais tu veux que je te dise, je m'en fous. Parce que quand je suis fatigué, je suis fatigué. Oui, mais Manuel, il est 7h du soir. Non, mais Manuel, il reste un épisode. Eh ben, on prendra une demi-journée, salut. Moi, j'ai trop été gentil dans ce boulot. Tu vois, j'ai trop été sympa avec les gens. J'étais trop corvéable à merci, comme on dit, aller jusqu'à pas d'heure et tout, etc. Eh ben, alors maintenant, je veux carrément plus travailler. Mais maintenant, ça a changé. Maintenant, moi, c'est terminé, ça, tu vois. Ça va chier. Non, mais terminé. Parce que c'est ce qu'on laisse... C'est ce qu'on laisse qui est important, tu vois. Moi, j'ai eu la chance, j'ai bien la chance de diriger mon oncle Dominique sur 3 Nicolas Cage chez Libra. Waouh. Ok, alors le premier, on me l'a donné. Et les deux d'après, c'est Dominique qui a demandé que ça soit moi qui soit. Trop bien. Je l'ai vu travailler. Pourtant, j'ai des années derrière moi. Et je te parle de ça, c'est pas si vieux, hein.
Et j'ai pris une claque. Mais bien sûr. Pourquoi? Parce que tous les gens, ils sont là, ils veulent faire du one take. Non, Dominique, c'est long. À un moment, il faut le dire, bon, stop, demi, on arrête. Mais il me dit, attention, moi, je te préviens. Il se plante, il recommence, il renifle, il fait ça, il fait ci, nanana. On n'est pas là pour faire du one take, quoi, tu vois. Et Dominique, il m'a appris ça. Je te préviens, hein. Il m'a dit, je te préviens, hein. Pas de souci, Dom. Il aime bien chercher, il aime bien travailler. Mais il a raison, faut bosser. T'as des acteurs. Daryl, il est facile à doubler, t'as pas besoin de chercher. Et là, Jean Doublin, là, Yann Précy, crois-moi, c'est pareil. Il est difficile à doubler, l'acteur. Ils sont pas tous pareils, les acteurs. Il y en a, c'est super fastoche, parce que c'est évident, la musique qu'ils font. T'en as, non. Ils ont un vrai jeu très particulier, quoi. Et on est là pour faire du bon boulot. Et t'as vu maintenant, on a 2 jours pour faire un film. Moi, c'est pour ça que j'ai arrêté de diriger, hein, tu sais, hein. J'ai arrêté de diriger pour ça. Parce qu'on me dit, t'as 2 jours. Non. T'as 2 jours et puis t'as le droit à 22 acteurs. Ouais. Attendez, il y a 50 acteurs dans le film et tout. Tu te démerdes. Moi, au bout d'un moment, je dis, ok, laisse tomber. Moi, je préfère rien faire que faire de la merde. Bah, c'est cette logique-là qui invite l'IA. Et ben voilà. Parce que. Et c'est ce que je dis à tout le monde, notre seul moyen de se battre contre l'IA, c'est de faire de la pure qualité. Exactement. Faire ce que c'est pas faire la machine. Et là, vous êtes en train de faire ce que c'est faire la machine. En moins bien. La machine Limite le fera en mieux. moins bien. La machine le fera mieux, puisque si le but du jeu, c'est d'aller le plus vite possible, Tu la vois. machine tirera plus vite. Donc arrêtez, quoi. Ouais. Je dis ici, pleurez vraiment, riez vraiment. La machine, elle saura jamais faire ça, c'est que du fake. Mais non, les mecs arrivent. Ouais. Non, mais c'est vraiment, moi, je t'avoue, moi, staff, je trouve qu'on on avait un boulot génial, c'est un boulot génial. On avait des acteurs fabuleux dans le doublage, peut-être même meilleurs, je l'ai déjà dit, peut-être même meilleurs que ceux qu'on voit à l'écran, hein, franchement. Hein. On a des acteurs prodigieux, des actrices prodigieuses. Mais là, ce boulot, là, ça devient vraiment, il est devenu à volo, là, depuis 4, 5, 6 ans, ça devient vraiment... Alors, pas partout, pas dans toutes les boîtes. Covid, peut-être, je sais pas. Mais c'est vrai que, ouais, il y a n'importe quoi. Un petit nivellement par le bas, ouais. Et puis, il y a des tas de gens qui sont rentrés dans ce boulot, ils veulent le pouvoir. C'est pas la qualité du travail qu'ils veulent, c'est le pouvoir. Je veux avoir le pouvoir. Fuck you, quoi. Tout le monde veut diriger, quoi. Comme je disais, avant d'être entraîneur de foot, t'es joueur. Bah, eux, ils ont même pas joueur, ils veulent tout de suite être entraîneurs. T'as les mecs, ils ont fait 2 ans de doublage, 2 ans, ils ont fait 10 ambiances, ils vont diriger des films. Moi, je suis pas d'accord. Je te jure, je suis pas d'accord. Et en plus, ils se permettent... Alors, à la limite, ils diraient rien. Fermez leur gueule. Moi, quand je dirigeais, j'avais des pointures qui arrivaient, mais je leur disais rien. Qu'est-ce que tu vas dire, un truc à part leur expliquer un truc qu'ils n'ont pas compris ou un contresens. Non, je suis d'accord, ouais. Mais qu'est-ce que tu vas dire des trucs à Lemoine ou à Curtil ou à Giacomi ou à Hervé Joly? T'as rien à leur dire à ces gens-là. Ils connaissent parfaitement leur boulot. Tu leur fais bonjour, merci d'être venu, et merci et au revoir. C'est tout, t'as rien à dire. Et ce qui est incroyable, c'est que tous ces petits gens-là qui arrivent et tout, ils veulent faire genre qu'ils sont directeurs, mais ils savent pas, déjà ils connaissent pas le boulot. Alors ils se permettent de dire des conneries. Tu vois, la fille l'autre jour me fait, tu peux m'en donner un peu plus? Et moi j'ai fait genre, ah, évidemment c'est très humiliant, je suis désolé, j'ai fait original. Là j'ai mis l'original, je fais, désolé, chouchoute. Il chuchote. Je fais, tu sais, moi, mon boulot, c'est de faire le même film. Désolé. Alors, évidemment, ça se passe mal. Mais attends, apprends à faire ton boulot avant. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'improvise pas d'être directeur. Il y a des gens fabuleux, hein, des directeurs incroyables. Moi, j'adore Julien Kramer. On n'est pas super potes, mais pour moi, c'est un grand directeur. Voilà. Virginie Méry, c'est une grande directrice. Tout le monde dit, ouais, elle est méchante. M'en fous. Elle a l'attitude qu'elle a, Vivi. Moi, ce que je sais, c'est qu'elle fait du bon boulot. Point. Moi, seul le boulot compte. Voilà. Ce qui se passe sur le plateau, je m'en fous. Tu vois? Allez, Norman Reedus, tu le retrouves dans le jeu vidéo Death Stranding de Hideo Kojima, qui n'a jamais caché ses aspirations hollywoodiennes. C'est quoi l'histoire du jeu et quel est le rôle de ton perso? Tu saurais m'en parler un petit peu, au moins de loin? Parce que c'est hyper compliqué en plus comme histoire. C'est hyper compliqué. Ouais. Là, j'ai pratiquement fini le 2. Ouais. C'est génial, c'est incroyable. Hein, c'est incroyable. C'est un messager, le mien. Sam Porter, c'est un messager. Ouais. Voilà. Il doit apporter des trucs à droite et à gauche. Je peux pas trop en parler. De toute façon, j'ai pas vu le jeu en entier. Hein. De toute façon, je suis pas joueur, moi. Je suis pas gamer. Je joue de la guitare, mais pas du jeu vidéo. Mais je saurais pas trop t'en parler.
Le 1 est fou. Enfin, je sais qu'il y a des gens qui ont craqué, qui ont dit je laisse tomber, et il y a des gens qui sont fans à mort. Ouais. T'as des gens qui ont passé 4 mois dessus. T'as des gens qui m'ont dit ça a changé ma vie. Tu vois, ça m'a bouleversé, ça a changé mon mode de vie. Ah bon? Un jeu vidéo qui a changé ta vie, putain, c'est dingue. Mais ne l'ayant pas fait, je peux pas en parler, quoi. S'il y a des gens, moi j'ai vu des gens vraiment émus et touchés grave. Moi je sais qu'il y a des gens là qui attendent le 2, mais comme ça, quoi. Ouais, le Messi. Tu vois, il a attendu le jeu incroyable. Et où j'ai trouvé Kojima génial, c'est il a mis mon nom à chaque fois. Chaque fois que... Ah oui, c'est vrai qu'il y a les mecs de la VF. C'est incroyable ça. Et les mecs, ils mettent non, mais vous êtes fous, le gars. Il est un peu mégalo, mais il a des bonnes idées et surtout, il a un vrai amour pour les comédiens. Apparemment. Et puis il est bien pote avec Norman, parce que là, le dernier, il l'a mis vraiment en héros total. Hein. Là, le dernier, il est tout le temps là. Hein. Ah bah écoute. Il est tout le temps là. Parler de lignage. Mais par contre, qu'est-ce que c'est long et difficile à faire. Pas difficile, mais long à faire. Ah bah tu m'étonnes. Parce qu'on fait toutes les respirations. Ouais. Tout. Ouais, toutes les réacs. Alors ça prend un temps. Bah, les respirations, surtout, le mec, il marche. Il marche tout le temps, donc ouais. Alors, faut pas te tromper. Hein. Mais c'est génial. Non, mais c'est génial. On va parler du 1, parce que le 2 est pas encore sorti, donc on peut pas en parler, mais le 1, tu t'en rappelles encore le temps que ça t'a pris à faire? Ouais, bah c'était sur 4 mois, quoi. 4 mois. Mais tu viens pas tout le temps. Non, carrément. Tu viens de temps en temps. Voilà, de temps en temps. Mais parce qu'ils reçoivent les trucs un peu au compte-gouttes, quoi. Ouais. Il y a ça aussi. Il parlait pas autant dans le premier que dans le 2, c'est ça? Non, il parlait moins, ouais. Il parlait moins. Il parle plus, il y a plus de scènes. Et moi, j'ai rien... Je peux pas trop spoiler, hein, j'ai rien le droit de dire. En moi, j'ai rien compris. Il porte un bébé, il se balade. J'ai fait, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il a un bébé. Mais tu sais, et justement, j'en ai parlé dans une émission belge, là, il y a pas longtemps à la télé, justement dans des strandings. À un moment, son bébé, il meurt. Il croit que son bébé est mort, quoi, tu vois. Ouais. Et il est là et tout. Et il pleure. Et moi, attends, c'est un jeu vidéo, quoi, tu vois. Et j'étais là, je me suis dit... c'est ce que je dis exactement à la télé. Hein. Et je me suis dit... ah non, mais attends, hein, même s'il faut y aller à fond, là, on n'est pas... Tu vois, même si j'ai un jeu vidéo, non, il perd son bébé, il pleure, je pleure. Ouais. Donc je l'ai fait vraiment, j'ai pleuré, quoi. J'ai pleuré, j'ai perdu mon bébé, j'ai pleuré. Eh ben, mon pote, j'ai bien fait. Le nombre de gens qui sont venus me voir en me disant « Putain, qu'est-ce que j'étais touché à cette scène ?» Même limite, ils pleuraient presque en me parlant, quoi. Bah voilà. J'ai pleuré devant ma télé et tout. Et t'es là, tu fais « Merde !» Comme quoi, il faut toujours donner le meilleur de toi-même. Voilà, exactement. Voilà. Et même dans un jeu vidéo. En fait, si tu fais du doublage, quoi que ce soit, c'est le mec ou la fille, hein, fait quelque chose, tu dois faire pareil. Voilà, point. Si tu acceptes ça ou tu fais pas ce boulot. Mais tu sais quoi, tu dis c'est qu'un jeu vidéo, mais les jeux vidéo aujourd'hui, c'est énormissime. Bah, la preuve. Ouais, c'est énorme. Ouais. Mais pareil, un jour, j'ai fait un jour un doc pour la télé. Ouais. C'est une voice-over, hein. Et le mec, il était en prison et tout, machin, nanana, puis il appelait sa mère en pleurant et tout, etc. Il était condamné à mort quand même et tout. Bon, tu me diras, à ce moment-là, ma maman était en prison, donc j'avais vraiment les larmes faciles. Ouais. Et ben pareil, j'ai fait tout. Oh, des voice-over. T'imagines? Ouais. J'ai fait tout le coup de téléphone du mec. C'était hyper important, très connu, hein, comme histoire. J'ai fait tout le coup de téléphone du mec en pleurant à chaudes larmes et tout. Elle était super mal, la fille qui faisait le sauveur, quoi. Bon, après, on m'en a reparlé hein, de ça, tu vois. Faut pas croire, c'est vachement regardé. Tout est regardé. Mais bien sûr. Quoi que tu fasses, de toute façon, t'as toujours une personne qui va te voir ou qui va t'entendre. Faut rien prendre par-dessus la jambe. Faut le faire toujours. Ouais, tu veux que je te raconte une petite histoire? Ah ouais, plaisir. Un jour, j'avais besoin de pognon et tout, etc. On me propose un truc pour la tournée pour la télé, il y a super longtemps. Hein. Un truc de merde, tu sais, une reconstitution d'un accident, enfin, un truc pourri, quoi. Je me dis, bon, ouais, j'ai besoin d'argent à cacher et tout. Ah oui, les trucs dans les documentaires où ils font scène reconstituée. Ça s'appelait Le Charpentier. Donc, j'avais le rôle du charpentier. Donc, on m'avait mis une moustache, un truc horrible. J'ai tourné en province, on m'avait mis une moustache, chemise à carreaux, casquette, des moches. Je tourne Le Charpentier. Je me dis, bon, de toute façon, ça, personne ne verra. Jamais. OK, jamais. Je tourne le truc et tout. Je rentre, genre 2 mois après, le matin, j'arrive à Deauville. Il y avait Perrette Pradier qui était là, qui me fait, ah, Le Charpentier! Bah, bien sûr. Et là je me suis dit bah voilà, plus jamais. Et c'est foutu de ma gueule, Pépé. J'ai adoré Perrette Pradier. Yes. Oh là là, Le Charpentier.
T'as fait Vas-y. T'as fait un peu de DA aussi, on en a parlé, tu m'as dit que c'était moins ton truc, justement à cause des délais. Qu'est-ce qui te plaisait dans l'exercice? On va parler au passé alors du coup. J'ai adoré ça, diriger. Vraiment. C'était comment de diriger ton oncle? Génial. Génial, t'as pas grand-chose à lui dire, Dominique. Mais par rapport à... T'as juste à lui dire, bon, c'est bon, Dominique, là, c'est bon, allez, suite. Ça va, c'est bon, allez, on fait la Est-ce qu'il veut toujours en refaire une Toujours. Ouais. Dominique, si tu le laisses, il va te refaire ça toute la journée. Il va te refaire la boucle 250 fois. Ah, waouh, ok. Donc, à un moment, le rôle du directeur avec Dominique, c'est lui faire, ok, stop, c'est bon. Allez, c'est bien, allez, suite. Ok. Vous regardez un peu le délai, quand même, tu vois. Non, mais j'ai adoré ça, diriger. Je te jure, vraiment, j'ai adoré ça, vraiment. J'en ai déjà parlé dans un doc, une interview que j'ai fait. J'ai vraiment adoré ça. C'est un des trucs que j'ai le plus aimé dans ma vie. C'est ton rapport aux œuvres ou ton rapport aux comédiens que tu as le plus apprécié? Rapport au travail. Déjà, pour moi, distribuer, c'est super. Distribuer, c'est super. Trouver exactement la personne qui va, tu vois. Pas prendre les potes, non. Prendre les gens qui vont exactement. Arrêtez de prendre vos potes, putain. Faites du bon travail. Moi, je te jure, tu regardais les gens qui arrivaient, t'avais vu le film, tu les voyais arriver, à BTI, tu veux faire, ah bah lui fait tel rôle, ah bah elle fait tel rôle, ah bah lui fait tel rôle. Ils se ressemblaient, il y a quelque chose, il y a quelque chose dans l'énergie ou physiquement. On ressemble aux gens qu'on double, enfin tu comprends, il y a quelque chose dans l'énergie, dans l'attitude, je sais pas. En diriger, trouver les piles, tu vois. Et puis c'est tellement merveilleux quand c'est super, quoi. Enfin je veux dire, c'est merveilleux de faire du bon travail. Ouais. Et moi je suis plein d'admiration vers les gens. Et non, j'ai adoré. En plus, c'est Nora qui faisait mon assistante. Tu vois, j'avais mis Nora avec moi pour pas avoir d'histoire. Donc, on était une super équipe tous les deux. Et ta fille? Non, ma femme. Ta copine, femme. Pardon, oui. Ma femme. Oui. Et elle était mon assistante. On travaillait tous les deux. Et on faisait des films comme on faisait nos concerts de rock'n'roll. C'est-à-dire? Avec la même énergie, et fougue et passion. Comme si on allait mourir demain. Comme si c'était la dernière fois qu'on était en studio. Tu vois, c'est ce que je disais à mes musiciens. Les gars, ce soir, c'est votre dernier concert. Vous jouerez plus jamais. Putain, les mecs, ce qu'ils donnaient, quoi. C'est pas pareil, ouais. Et ben, quand tu fais un doublage pareil, c'est notre dernier doublage. Putain, tu vois. Tu donnes tout est important. Chaque mot, chaque souffle, chaque respiration. J'aime bien quand les gens sont investis. Moi, j'ai eu des problèmes avec des mecs qui regardaient leur portable et tout. Tu te fous de moi, tout. Bon, tu veux regarder ton portable? Bah, casse-toi. Bah, salut, casse-toi. Tu vois, m'en fous, moi. Moi, j'ai jamais regardé mon portable quand je viens diriger, quand je venais de travailler. Tu vois, t'as des gens, ils font ce boulot un petit peu. Moi, je dis, je fais ça pour pognon. Bien sûr, mais je suis un passionné. Bah, Sean Penn, on me donne pas de sous, je le fais quand même. Ouais. J'irais même le doubler gratos. Bon, pas trop que je dis ça, mais non, mais je ferais même du doublage gratos, tu comprends. Je comprends ce que tu veux dire, ouais. Regarde là, on fait des conventions, on monte sur scène, on double, on n'est pas payé. Mais c'est parce qu'on aime ça qu'on fait ça. Ouais. Tu vois, il y a un vrai amour, quoi. Ah, j'en ai marre qu'on pense tout le temps à l'argent, au pognon, tu vois, machin, tu vois. Ou t'as un retake, tu reviens, le mec qui te fait « Ah ouais, je suis payé ». Va te faire foutre, putain, j'ai oublié une phrase, ça arrive à tout le monde, non? Tu sais, t'as des mecs qui te font ça, hein. Ouais. Moi, t'as oublié une phrase, j'ai jamais demandé. Ah oui, bah alors, faut me payer pour venir. Bah non, ça fait partie du truc, tu vois. Ça fait partie du boulot, hein, ça, de revenir, tu vois. Les fameux retakes. Bon, on a parlé de Emmanuel Carsen, le comédien. Est-ce qu'on pourrait parler de Manu Carsen, le musicien? Quel est ton rapport avec la musique? C'est la musique, pour moi, c'est tout, quoi. C'est l'amour. Encore plus, hein, tu mets ça au-dessus de jouer la comédie. Hein. Ah ouais? Bah, jouer la comédie, c'est de la musique. Hein. Ah oui. Le doublage, même jouer la comédie, on parle que de musique, hein, c'est des termes musicaux. Hein. T'es au-dessus, t'es en dessous, t'es dedans, c'est que de la musique, tout ça. Hein. C'est du rythme, c'est que de la musique. Donc voilà. Et les studios, on travaille dans des studios, bah, c'est des studios de musique. Hein. Tu fais du doublage, donc tu préfères de la musique. Donc voilà, non, moi j'adore les studios, j'adore les micros, j'adore cette ambiance, voilà, c'est ça, j'adore la musique, et puis voilà, puis j'adore la musique, j'ai toujours aimé la musique, quoi, tu vois. C'est un truc, quand j'avais 5 ans, je jouais de la guitare, tu vois, je sais pas, pour moi la musique, c'est... T'imagines un monde sans musique? Difficilement.
Moi, je pourrais très bien pas regarder de film. Tu vois, je pourrais très bien passer du temps sans regarder de film. Et passer du temps sans écouter de musique, je pourrais pas. Et même un film, tu mets pas de musique dans un film, tu vois comment c'est chiant. C'est vrai. Ouais. Tu vois, non, mais la musique, c'est... Puis toute la musique, hein, moi j'aime tout. Hein. Même la variette, quand c'est bien fait, c'est top, quoi. Non, moi, je suis vraiment... En fait, je suis un musicien, moi. La vie, je suis musicien. C'était quoi le style de ton groupe? Le style. Oh, on faisait du rock'n'roll. Rock'n'roll. Ouais, mais du vrai rock'n'roll, attention, hein, pas Nice Boy, je fais du rock'n'roll. Non, du vrai rock'n'roll. Et c'est une attitude de rock'n'roll. C'est une attitude de vie, de pensée, de tout. Attention, hein. C'est... faut pas croire, hein. Ça triche pas. Tu triches pas quand tu fais du rock'n'roll, tu vois. Et puis t'as de la parole, là. Ah, les comédiens... ne pas tricher, avoir de la parole. Les comédiens. Ouh. D'accord. C'est-à-dire, moi, je suis un rocker. Voilà, je fais du rock'n'roll. Je travaille avec Iggy Pop, avec Johnny Saunders. Mon pote Henry Paul, il est mort. C'est lui qui m'a appris la guitare. J'ai fait un film sur lui. J'ai mis 1 an et demi à faire un film sur mon pote qui est mort. Tu vois, c'est de l'amour. Rock'n'roll, c'est de l'amour. La musique, c'est de l'amour. Mais la musique classique et tout, n'importe quoi, les Supremes, tout. Moi, j'aime tout, en fait. J'adore. Je pourrais vivre que de musique, quoi. Ouais, là, je viens de faire réparer ma Gibson, là, ma vieille Gibson. Putain, j'en ai eu pour 600 €. C'est chier. C'était cher. Ouais. Mais il me l'a tous remis, ma Gibson. Attention, elle coûte au moins, je sais pas, au moins 4 ou 5 000. Une vieille J40 des années 70. Et là, j'ai une pure guitare. Celle de Kurt Cobain, quoi. Tu vois. Wow. Non, la musique, bon, maintenant, Alors, je t'avoue, mon rêve, ça serait de faire un tube avant de mourir. Là, j'avais ce projet. Alors, t'en es où? Bah, j'ai fait la musique. Je n'arrive pas à écrire les paroles. Ah. Ouais. J'ai envoyé ça en Amérique, un réalisateur pote, il me l'a écrit et tout. Ça me plaît pas le texte qu'il a écrit, ça me plaît pas. J'ai donné ça à un autiste, un pote autiste. Il n'a pas réussi. J'ai filé ça à Nora, mais comme Nora maintenant elle est dans la politique, elle chante pas, elle n'arrive pas à écrire la chanson. J'ai un morceau qui est super. J'ai repéré une chanteuse qui attend depuis 1 an déjà. Mais en fait, je sais pas si je vais aller au bout du truc, quoi. Faut que ça vienne de toi. J'ai plus envie d'écrire, j'ai plus rien à dire. Tu quoi? J'ai plus envie, et puis même Nora, elle a plus envie d'écrire. Avant, on était dedans, donc on avait des trucs à dire, on était sur scène, on faisait la révolution, on avait des messages à faire passer et tout. Maintenant, je suis plus sur scène, donc j'ai plus rien à dire. T'as essayé un coup de pouce avec les produits, les petits champignons? Non, même. Non, puis j'ai plus envie, je suis fatigué maintenant. Je suis vieux, j'ai plus envie de ça. Je veux pas y rester, hein. Maintenant, je veux finir ma vie tranquille. Alors, je sais, demande à ta fille. Oui, voilà, j'ai ma fille. Demande à ta fille d'écrire les paroles. Peut-être à savoir. Elle n'est pas du tout dedans, elle n'est pas du tout là-dedans. C'est normal, ses parents étant chanteurs, rockers, elle a pris le parti de faire complètement autre chose. C'est qu'elle faisait du doublage, ma fille, quand elle était jeune. Hein. Je l'avais mis dedans. Hein. Elle a gagné des fortunes, elle travaillait super bien, elle était au top. Hein. Et puis à 13 ans, je l'ai fait arrêter. Parce qu'elle commençait à voir qu'elle gagnait de l'argent. Et un enfant, c'est pas fait pour gagner de l'argent. Ouais, c'était le rapport qui était faussé. Voilà. Et dès que j'ai vu qu'elle était avec d'autres mondes, elle me disait « Ah ouais, tu gagnes combien toi ?» J'ai fait « Oh là là, viens le jour, on se barre de ça. » Et je l'ai fait sortir de la synchro. Elle a arrêté. Ouais. Elle a fait des Walt Disney, des trucs top, hein, des 200 lignes et tout. Elle était super, Joe. Tout le monde l'aimait. Avec sa petite casquette, elle courait sur le plateau. Elle parlait tellement juste que les adultes, ils s'arrêtaient. Tu vois, tellement elle était juste. C'était génial, j'ai vu ça souvent. Hein. Oh, pardon, tu jouais. Oui, papa. Oui, mais alors, quoi? Oh, pardon, tu jouais. Je trouve ça génial, quoi. Ouais. Et tu parlais de quoi avant? C'était quoi la question? C'est à elle d'écrire les paroles de Ah oui, ta chanson. La musique, ouais. Je te dis. Mon rêve, ça serait de faire un tube, d'être en train de mourir, et puis d'allumer la radio et de faire « Ah, c'est moi qui ai écrit ça, c'est ma chanson. » Et puis mourir. Allez, il faut s'y mettre. Mais je sais pas si j'y arriverai là, je t'avoue. Puis il y a l'IA qui est là, et l'IA est arrivé. Il y a un mec, il est même pas musicien, rien. Il y a 6 mois, il m'a fait écouter un truc. Le mec, il est même pas musicien, d'accord, rien. Il m'a fait écouter un truc qu'il a fait avec l'IA. Je suis tombé à la renverse. Je te dis, c'est super. C'est super. Et moi, en tant que musicien, ça se reste dans la tête, les paroles, tout. Je te fais écouter, tu fais « Ah ouais, c'est bien, merde. » Même à une convention, des mecs qui critiquaient l'IA, j'ai pris mon téléphone, je leur ai mis dans le micro, j'ai écouté. Il y a eu le silence dans la salle. Je lui ai dit, alors c'est pas bien. Ils m'ont fait, bah si, c'est l'IA. Et le mec, il est même pas musicien. Alors si tu veux, ça m'a un peu déprimé, quoi. Ouais. C'est à 6 mois que j'ai appris ça dans la claque. Voilà.
Ouais, mais t'as des choses à raconter encore, Manu. C'est pas parce Non. qu'il y a l'IA qui... Peut-être, moi, j'ai plus rien à... Tu vois, là, même toi, là, tu vois, je viens te voir et tout, etc. Mais bon, parce que je t'aime bien, et puis tu m'as appelé plusieurs fois, et puis je trouve que ton truc, c'est important, et c'est beau ce que tu fais, et tout ça, c'est bien. Donc, ok. Mais t'es le seul, hein, parce qu'il y a le tas de mecs, là, de VF en série, tout ça, qui me tannent et tout. J'ai dit non, je veux plus. Parce que j'ai déjà fait des interviews, et ça suffit, j'ai plus rien à dire. Voilà. Même toi, je t'ai dit des choses que j'ai déjà dites dans des télés avant. Tu peux pas... Voilà. Moi, j'ai plus rien à dire maintenant. C'est fini pour moi. En plus... Mais parfois, il faut dire les choses plusieurs fois pour que ça imprime, surtout les enfin, choses moi, dans ton importantes. truc, ce que je voudrais dire quand même, à la limite, si on m'autorise, et ce qui est complètement nouveau, pour moi, et en plus, j'ai appris ce mot il y a pas longtemps, pour un tournage. J'ai tourné un film avec ma cousine, Lola Devers, et j'avais une phrase... Et il y avait un mot dedans, et un mot que je ne connaissais pas, et j'ai eu un mal de chien à l'apprendre, parce que quand ton cerveau, il sait pas un mot, ben, mon pote, pour le dire dans une tirade, ce mot, c'est ostracisé. Ouais. Parce que, alors, à chaque fois, j'ai été oscarisé, ostracisé. J'avais tellement de mal à le retenir que je l'avais écrit sur une feuille, et je l'avais mis sous la caméra. Tellement, parce que c'est dans une grande tirade où le mec, il se chie dessus et tout, et voilà, il avait été ostracisé, et j'avais peur d'oublier le mot, quoi. C'est très dur, hein, donc j'ai bien appris ce mot. Bah, j'ai été ostracisé dans le secteur du doublage. D'accord ? Et vraiment ostracisé. Voilà. Et je tiens à le dire. Tant pis, hein, c'est comme ça. Et pourquoi ? Parce que simplement, j'ai dit que j'avais eu j'avais un attouchement sexuel quand j'étais jeune. Et j'ai juste demandé à la personne de s'excuser maintenant que j'étais adulte. J'aurais pas dû en parler. Et voilà, le secteur du doublage, voilà. Pourquoi t'aurais pas dû en parler ? La preuve, je suis ostracisé. Dans ce sens-là. Je double plus rien. Plus personne me téléphone, plus personne me parle. Est-ce que tu crois que c'est vraiment à cause de ça ? Totalement, à cause de ça. Je savais qu'il y aurait des conséquences, mais pas aussi dramatiques. Et enfin, tu veux que je te dise, je m'en fous, je ne regrette rien. Tant pis, vous me voulez plus dans le doublage, vous me voulez plus dans le doublage. Je double que Norman Reedus, Sean Penn et Ian Tracy. Parce qu'on leur demande, hein. Attention, hein, c'est pas eux qui veulent. Hein. Et voilà, tant pis, c'est pas grave. Je m'en fous, je regrette pas. Il y en a qui me disent, tu regrettes ? Non, je regrette pas. Je suis super content d'avoir balancé ce mec. Voilà, je suis super content. Merde, c'était moi la victime. Donc, faut pas déconner, quoi. Donc, voilà, donc j'ai appris ce mot, ostracisé. C'est un beau mot, hein. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne le connaissent pas. Allez regarder dans le dictionnaire. Tu vas nous faire découvrir. Ouais, allez regarder dans le dico. Ouais. Est-ce qu'il y a certaines contraintes auxquelles on doit parfois se plier, que tu abolirais si tu étais le chef du monde du doublage ? Faire des films en 2 jours, par exemple ? Ça dépend du film. Il y a des films, on peut les faire même en 1 jour, hein, des fois, tellement c'est naze, où il n'y a rien. Voilà. On n'est pas obligé de perdre du temps non plus. Hein. Moi, je suis pas pour perdre du temps, mais il y a des films qui demandent plus de temps que d'autres. Voilà, faut pas mettre tous les films pareils, quoi. Voilà. Et qu'est-ce que j'ai aboli ? Vas-y, répète ta question, elle était très intelligente, mais... Est-ce qu'il y a certaines contraintes auxquelles on doit parfois se plier que tu abolirais si tu étais le chef du monde du doublage ? Il faudrait que je réfléchisse longtemps pour répondre à cette question. Désolé, pas beaucoup de temps. Si, prends le temps. Ouais, il y a des choses, moi, qui me plaisent pas dans le doublage. Le côté autoritaire de certaines personnes. Tu dis, mais pourquoi t'es autoritaire ? C'est quoi t'es pas payé pour être autoritaire ? Ouais, des gens... Moi, je trouve qu'il y a des gens qui sont pas à leur place, simplement. Donc, si j'étais là-haut des responsables du doublage, je mettrais que des gens bien à leur place. Je trouve ça hallucinant qu'il y ait des gens qui fassent du doublage, qui n'aient jamais, ne serait-ce que tourné un film, un court-métrage, qui soient jamais montés sur une scène. Mais je trouve ça hallucinant. C'est pas possible. Tu parles là des comédiens, des directeurs ? Des comédiens. Voilà. Et je comprends pas. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui veulent faire du doublage, mais ils n'ont jamais rien fait. Je dis, mais va tourner un film avant. Quand tu vois qu'il y a des gens qui se permettent de dire, moi, je fais du doublage en direct. Du doublage en direct ? En direct, c'est-à-dire, j'écoute pas la VO. À l'arrache.
Mais moi, il y a plein de trucs où on m'a pas pris parce que j'ai dit que je refusais ça. Pas que je suis pas capable. Bien sûr que je suis capable de le faire. Tu rigoles ou quoi depuis le temps? Mais c'est parce que un peu de décence. Tourne une fois un film dans ta vie quand tu te lèves à 5 du mat et tu vas tourner à 6 heures, t'attends toute la journée. Enfin, la moindre des choses, c'est au moins, on regarde ce que t'as fait pour te doubler. Qu'on relise. Non, si le directeur, il veut pas relire parce qu'il n'a pas le temps, ça le regarde. D'accord? C'est lui le responsable. Mais au moins, toi, que tu puisses voir la partition de ton acteur. Ah oui. Eh ben non, t'en as, ils font ça en direct. Les pieds sur la barre. Blablabla. Et tu m'étonnes qu'après, c'est de la merde. Tu peux pas improviser le doublage. Ça s'improvise pas. T'es bien obligé de voir l'autre ce qu'il a tourné quand même avant. Tu crois que c'est de la prétention de se dire moi je sais faire? C'est du jeu, ouais, puis c'est du jeu mon foutisme. Voilà. Et sur plein de trucs, hein. Des téléfilms, des séries, des dessins animés. Enfin, quoi que les dessins animés, à la limite, c'est le seul truc, je trouve, où tu peux aller vraiment en direct. Parce que il faut l'énergie, t'as une énergie, la fraîcheur une de la spontanée, et puis première c'est prise. jamais, ça va, c'est jamais c'est facile, ce que les situations que t'as à faire. Donc, à la limite, pour le dessin animé, ça apporte, je trouve. Il y a une espèce de pulse, c'est souvent très énergique, les dessins animés. Donc là, je trouve que ça apporte vraiment. Mais pas un acteur du live, quoi. Tu vois. Voilà, j'abolirais ça, et puis ouais, puis j'arrêterais ce putain de relationnel aussi, quoi. Bien que les gens, ils travaillent, voilà, comme un peintre, il choisit ses couleurs pour faire son tableau, un couturier, il choisit ses tissus, et ben un directeur, il choisit ses acteurs pareil, il appelle pas tous ses potes, ça va pas. L'autre jour, moi, j'arrête pas de regarder la télé. J'adore ça, je veux dire, je regarde la télé parce que je regarde le doublage, je dirais pas son nom, hein. Je dirais pas son nom, mais c'est un mec qui est super bon, super connu, que tout le monde connaît, super bon. Je regarde un film l'autre jour. Il avait le rôle principal avec l'autre. Pourtant, je te dis, je connais vachement. Hein. Je dirais pas son nom, je suis pas salaud. Pas une seconde, il était dedans. Il n'y a pas une phrase qui était dans le mec ou dans les yeux. Pas une. Pendant tout le film. Et pourtant, le mec, il est super bon. Et pourquoi ? Alors, il avait une tête un peu portoricain, je sais pas quoi. Ils ont dit, on va dire, bah tiens, on va le filer à machin. Eh ben non. Ben non, ça colle pas. Tu vois, et c'est chiant parce que moi, j'adore la version française. Et des fois, moi, je zappe quand c'est pas bon. Hélas. L'autre jour, il y a un film, je voulais le voir. J'ai commencé à entendre le doublage. Je fais, ah non, je peux pas. J'ai zappé, quoi. J'ai regardé une émission sur les flics merdeuses, là. Doc, quoi. Et je regarde de moins en moins de versions françaises parce que excuse-moi, mais c'est de moins en moins bien. Hein. Et il faut qu'ils arrêtent leur connerie de relationnel et du vraiment. Ok, vous plaignez pas Keglia après, hein, les gars. Moi, je vous le dis. Hein. Plaignez pas. Hein. Tu vas à The Big Brothers, tu connais plus personne. Hein. Tu vois, moi, j'y suis allé il y a pas longtemps. Je te jure, limite, j'étais mal et je connaissais personne. Tu vois. Ouais. Et ceux que je connaissais, les quelques personnes que je connaissais, ils me parlent pas. Donc j'ai dit, je reviens plus là. Moi. On fait quand même ce boulot pour être aimé, hein. Tu vois. Si on voulait pas être aimé, maintenant moi je veux plus être aimé, je m'en fous, ça y est, j'ai donné. Mais j'ai toujours fait ce boulot parce que je voulais être aimé. Autrement j'aurais fait banquier ou je travaillais dans une compagnie d'assurance ou président de la République, je sais pas moi, un autre boulot. Tu vois. Quand t'es artiste, c'est parce que t'as une faille quelque part, t'as besoin d'amour, merde. Moi je mets tout le temps all we need is love. C'est pas de pognon qu'on a besoin, c'est d'amour avant de pognon, quoi, tu vois. Et eux, ils voient le pognon avant. Moi, j'ai vu des mecs se planter parce que ils sont des bons, hein. Ils sont rentrés dans le studio, ils ont regardé combien j'ai de lignes. Putain, j'ai que ça. Bah, du coup, ils ont pas donné. Eh ben non, parce que des fois, 30 lignes, tu dois en donner beaucoup plus que le mec en a 400, quoi. Parce que t'as un rôle super difficile. Et j'ai vu des mecs se planter grave parce que justement, ils pensaient qu'au pognon en arrivant sur les plateaux, tu vois. Avec Nora, on cachait les contrats. Les gars, ils arrivaient, je fais quoi ? Bah, tu verras. Bah oui, parce que t'as 30 lignes, tu vas pas donner, et parce que t'as 300 lignes, tu vas donner. Non, moi, je suis pas d'accord, tu vois. Tu veux que je te dise, un des trucs les plus durs que j'ai eu à faire en synchro, c'était un mot. Un mot. Tu te rappelles du mot ? Bien sûr, c'était non. C'est dans Harvey Milk. Quand le mec, il va le tuer, il fait ça, Sean, il est à la fenêtre, il se retourne, il voit le revolver, il sent que le mec va le tuer, il fait genre...
Ah là, je l'ai bien fait. Ouais, tu l'as super bien fait là. Parce qu'il est tout petit. Ouais. Et à chaque fois, je faisais, il était trop fort. Ouais. Mais je suis devenu fou. Je suis resté 1 heure pour faire non. Tu le crois, ça? Mais oui. 1 heure. Parce que Putain. Parce qu'avec leur micro-cravate et tout. t'as pas le temps de rentrer dans la scène. Faut tout donner sur un temps, un micro-temps, quoi. Micro-temps. Et imperceptible. T'as vu, là, je l'ai bien fait. Tu l'as hyper bien fait, là, ouais. Ouais. Parce qu'à chaque fois, je le faisais trop fort, en fait. Ouais. Tu vois, parce qu'en plus, ils ont des micro-cravates et tout. Tu vois. Ah oui. Tu vois, 1 heure sur un nom, et là, tu te fais, faut que je change de métier, quoi. Tu fais le prix des studios. Non, mais Ah, 8 000 € l'heure. C'est pas si évident que ça, effectivement. Quand t'as une grande phrase, en plus, tu peux pas être super juste sur le début de la phrase. Si tu arrives à la choper en cours de route et à être super juste sur la toute fin, t'es dedans. Alors que sur le nom. Et des fois, il y a des trucs incroyables. Et là, je te parle de ça il y a 2 jours. Et donc, il joue super bien, l'acteur, là. Il y a une Tracy Shelors, ce mec-là. Et je l'appelle le Brad Pitt du pauvre. Et à un moment, il fait une scène sur 2 boucles. Je lis les 2 boucles. Et je vois tout à fait son jeu, quoi. Je vois tout, jeu très spécial, mais j'entends totalement la musique, le truc qu'il fait, quoi. Je l'ai vraiment. Le mec arrive et là, je fais, vas-y, je l'ai. Parce que des fois, c'est à 2 secondes près, quoi. Mais là, poum. Et c'est toute la musique était là. Tu vois? Ouais. Et là, tu finis, tu fais, yes, j'ai rien loupé, quoi. Mais c'est que des partitions, le doublage. C'est que des partitions, voilà. C'est de la musique, hein, voilà. C'est bien ça. Et ouais. J'ai reçu ton tonton Jean-François qui m'a parlé du poids que pouvait parfois avoir le nom de famille et du clan Morin. Est-ce que tu dirais que ça t'a plutôt aidé, toi, ou mis des bâtons dans les roues d'en faire partie? Moi, j'ai changé de nom tout de suite. Ouais. Ouais, c'est Patrick d'ailleurs qui m'avait conseillé. Mon oncle Patrick Devers m'avait dit. Change direct. Lui, il voulait que je m'appelle Ketchup. Il me disait appelle-toi Ketchup, comme ça tu fais un film, tout le monde sait que c'est toi. J'ai arrêté conneries, putain. C'est sérieusement, hein. Il me dit regarde Miu Miu. J'ai arrête, merde. Ketchup. Manu Ketchup. Ouais, bon, on va, c'est marrant l'histoire. Et non, quand j'étais jeune, je parlais de ma famille. Quand j'avais 13, 14 ans, quand j'allais au casting et tout, je disais, oui, je fais partie de la famille Morin. Et à chaque fois, on me disait, oh, mais comment va machin, hein. Et en fait, à chaque fois, je parlais de mes oncles et tout, machin, mais je parlais pas de moi. Donc, j'ai très vite vu le truc qu'il fallait pas en parler parce qu'autrement, je perdais l'affaire, en fait, quoi. Parce qu'ils me demandaient ou alors, j'aime pas un machin, ou je l'aime pas, donc tu perdais l'affaire parce que tu faisais partie de la famille. Il y a ça aussi. Tu vois? Et puis après, Patrick, il s'est suicidé. Et ça, là, sur le coup, mine de rien, ça a foutu de la merde dans la famille. Parce que ils ont très très mal vécu dans le cinéma français, qu'ils se mettent une balle dans la tête, tu vois. Ils ont eu l'impression qu'il les laissait tomber. C'était contre eux, qu'il leur avait fait comme ça, tu vois. Je vais faire le nouveau Lelouch et tout, boum, je me mets une balle dans la tête, une semaine avant. Faut avoir quand même un sacré melon pour penser que c'est de la faute du cinéma français, tu vois. Ouais. Mais tu sais, il avait une histoire avec des journalistes aussi avant. Il avait une histoire de journaliste. Il avait pété la gueule, un journaliste, parce que ils étaient venus prendre des photos à son mariage et tout, etc. Mais il avait bien fait d'ailleurs. Hein. Moi, c'est à l'époque où j'habitais chez lui. J'habitais chez Patrick. Ouais. Puis il était un an chez lui. Je sortais avec la sœur de sa femme. Ça devait pas être triste. Ah, c'était sympa. On était au grenier là-haut. Non, c'était cool. J'adorais. Il avait un énorme aquarium avec plein de poissons et tout. Je passais des nuits à fumer des pétards et à regarder les poissons. C'était génial. J'adorais. Puis quand il rentrait, il jouait du piano. C'était un super musicien. Enfin bon, bref. Disons que la famille Morin au début c'était bien parce qu'à chaque fois on nous posait des questions. Bon, voilà. Mais par contre, dès que Patrick s'est suicidé, là, il fallait surtout pas dire que t'étais un Morin, quoi. Ouais. Ah non, parce que je sais pas, c'était. Ils voulaient pas, ça les gênait, donc ils préféraient pas te voir, tu vois. Ça a vraiment foutu la merde, hein. C'est incroyable, hein. Ils l'ont vraiment pris pour eux, les gens. C'est bizarre, hein. Non, mais c'est quand même fou, quoi. Un mec se suicide, ils le prennent mal, ils le prennent pour mal, eux, tu te dis, mais... Parce que le loup, cinéma français, nanana, tu vois. Non, mais... Ouais, je te jure, hein, c'est très bizarre. Hein. Puis il était hyper connu à ce moment-là. Ouais, carrément. Non, ça a foutu ça a jeté un peu je sais pas comment on dit, un truc... Le discrédit. Un truc pas sympa, voilà. Puis en plus, il s'est suicidé avec la carabine de Coluche, quand même, tu vois. Ouais. Elle fait avec le fusil le fer Coluche, quand même, tu vois. Et ça s'est aussi, parce que sa femme, en fait, elle était sur l'île là-bas. C'est pour ça qu'il s'est suicidé, tu sais. Elle le dit, Elsa, sa femme, hein, elle l'a dit, hein, parce qu'elle lui a téléphoné. Hein. Voilà. Bon, bref.
Donc Jean-François, oui, il a pas tort, mais enfin, Jeff... ouais, de toute façon, on dit ce qu'on veut aussi. Hein. Mon père, il disait ça aussi, que ça l'empêchait de tourner. Bon, ça, chacun va midi à sa porte. Chacun s'arrange comme il veut. Hein. Jean-François, je l'adore, mais on en a parlé l'autre jour et il me dit non, en fait, j'ai pas fait grand-chose dans ma vie. J'ai fait bah oui, Jeff. Tu vois, voilà. Bouge ton cul, quoi. Un jour, j'ai vu arriver Jean-François, il y a un petit bout de temps. Hein. Et j'ai vu une dizaine d'années. Je le vois arriver à Dubbing. Je dis, avec un petit CV dans les. J'ai dit, tu fais quoi, Jeff? Il me dit, bah, j'ai amené mon CV, je voudrais poser. Je dis, bah, arrêtez de creuser, c'est pas possible. Jeff! Et là, après, il s'est remis dans la synchro parce qu'il travaillait plus du tout à un moment, Jean-François. Ouais. Tout le monde l'avait mis un peu à part. Hein. Alors qu'il est excellent. Hein. Il est super. Il est excellent, Jeff. J'ai entendu il y a pas longtemps dans un film, d'ailleurs. J'ai reconnu tout de suite. Bah, de sa voix particulière. Ouais, une voix particulière. Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'on s'entende bien avec certaines personnes et d'autres pas du tout, d'après toi? C'est le mystère, ça. Les affinités, comment ça vient? Je pense qu'il y a un truc pareil de là-haut, quoi. Bah toi qui est athée maintenant. Oui, je suis athée, mais je crois en l'univers. Univers. D'accord? Univers. On est univers. Ok? Je crois en l'univers. Et, bah, évidemment, je ne fais pas un but de moi, je crois complètement à une force, et je fais tout ce que l'univers me dit, moi. Je marche sur le trottoir de droite, elle me dit d'aller à gauche, je vais à gauche. Et non, mais sincèrement, hein. Et je pose des questions, je le fais ou je le fais pas. Maintenant, je réfléchis plus. Elle me dit, fais ça ou fais ça, ne le fais pas. Voilà. Et je sais pas, regarde-toi, je te connaissais pas. Première fois que je t'ai vu, pourtant on n'a jamais travaillé ensemble, on n'a jamais rien fait, rien, ou je me rappelle plus. Tout de suite, on s'est bonjour, on s'est regardé dans les yeux, on se plaît bien, enfin, ça va. Tout de suite, on avait envie de parler, on pourrait boire des cafés, on pourrait partir en vacances, on pourrait faire n'importe quoi, tu vois. Et il y a des gens, bah, ça passe pas, tu sais pas pourquoi. Tu sais pas. Il y a une histoire qui m'avait marqué quand je faisais mon groupe de rock, j'étais assez jeune, hein, 18-19 ans. Il y a des gens qui étaient arrivés chez moi que je connaissais pas, et qui venaient, bon, un musicien, je sais plus le contexte. Des gens qui arrivent, et il y a un mec qui arrive, je le connaissais pas, on s'est pas dit un mot, le mec était sur le pas de la porte, je suis allé à la porte, on s'est pas dit un mot, j'ai mis une tête dans la gueule, on s'est battu, il est pas rentré chez moi. On ne se connaissait pas. On a dû se battre avant dans une histoire antérieure, je sais pas où. Une vie antérieure. Ouais. Et ça m'avait hyper marqué qu'un mec que je connaisse pas, il arrive et tout de suite on a eu envie de se mettre sur la gueule et on s'est mis sur la gueule et je dis rentre pas chez moi, cet enculé. Mais ça a été super violent, quoi. Wow. Et j'ai jamais compris pourquoi. Je dis mais le mec je le connaissais pas, pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Et dans mes travails justement, je suis allé loin et tout, etc. Bah voilà, j'ai constaté ça. Je sais pas, tu sais pas pourquoi. Il y a des gens. Tout de suite, ça fonctionne, et des gens, tout de suite, ça fonctionnera jamais. Toi aussi, ça doit t'arriver, non? Tu t'entends avec tout le monde, toi? Non, je m'entends pas avec tout le monde, mais je me dis que on peut s'entendre avec tout le monde. C'est-à-dire que si on se donne la peine et si on, tu vois, il y a peut-être plus de travail avec certaines personnes. Peut-être, mais il y a des gens, c'est dur. Moi, il y a des gens, j'ai essayé vraiment. Ah, mais je dis pas que j'ai forcément envie. Mais si j'avais l'envie et le temps, et tu vois, je pense que on peut. Tu veux que je te dise un truc? J'aime pas les gens méchants. D'accord? Bah, attention, chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, j'aime pas. J'ai appris à être méchant avec la vie parce qu'il faut bien pour se défendre. Mais j'aime pas les gens méchants. Donc en fait, quelqu'un qui est méchant, tout de suite je le vois. Et tout de suite il m'intéresse pas. J'ai pas envie de lui parler. Je vais même loin. J'ai même viré Arlette Thomas des plateaux parce qu'elle était méchante. Quand je faisais les feux de l'amour. Tu vois ce que je veux dire? Parce que je lui dis, Arlette, t'es méchante. Parce que dès que quelqu'un quittait le plateau, elle disait du mal. Ah, gna, gna, gna. Je dis, mais pourquoi tu lui dis pas en face? T'es méchante. Et du coup, voilà. Et du coup, à chaque fois que j'arrivais pour faire mon rôle, elle quittait le plateau, c'est un autre directeur qui venait, enfin, un cinéma. Oh. Et non, en fait, voilà, j'aime pas les gens méchants. Parce que moi, je suis quelqu'un de gentil. Je m'appelle Emmanuel. Emmanuel, ça veut dire gentil? Non, ça veut dire Dieu est avec nous. Ah. Ouais. Okay. T'as pas remarqué que les Emmanuel, ils sont tous gentils? Alors attends. Alors, regarde bien. Regarde tous les Emmanuel, il y en a beaucoup dans le doublage. Hein. Garigeau, il est très gentil. Jacomi, il est gentil. Curtil, il est gentil. Tu vois? Puis il y en a d'autres encore. Chercher, mais il y en a d'autres. Tu vois?
Ils sont tous gentils. Ouais. Allez, on va se faire une petite conclusion. Si c'était à refaire, tout, qu'est-ce que tu changerais? Rien. C'est vrai? Ouais. Je changerais rien du tout. Je serais juste... Non, je changerais rien parce que ce qui m'est arrivé, j'y pouvais rien. Donc, non, je changerais rien du tout. Je ferais exactement pareil. Je te jure, hein, vraiment. Ouais, c'est plutôt pas mal alors. Ah ouais, moi je suis hyper heureux. Je changerais rien du tout. Que dalle. Enfin, je reprendrais bien pour exactement la même vie. Je ferais juste plus gaffe qu'en petit. Parce qu'il m'est arrivé des histoires petites que j'aurais bien aimé m'en passer, quoi. Enfin, c'est ce qui a peut-être fait l'essence que, donc, voilà. J'aurais peut-être pas été comédien, autrement j'aurais été banquier, donc... Non, je regrette rien. Exactement pareil. La même femme, la même fille, tout pareil, tout bien. Bon, cool. Voilà, j'ai adoré ma vie. J'ai adoré ma vie. Même les trucs très durs, tu vois, même les trucs très durs qui me sont arrivés, eh ben, tant mieux, parce que maintenant, du coup, je suis très heureux. Ouais. Moi, je me marre tous les matins. Tous les matins, je rigole. Tu te rigoles tous les matins, toi? Pas tous les matins, non, ouais. Tous les matins, je suis mort de rire, je rigole, tu vois. Et j'ai pas de boulot, je suis au chômage, je rigole. Je m'en fous. Vous croyez que vous allez m'atteindre après ce que j'ai vécu, tu vois? Tu vois? Ma môme, elle avait pris 20 ans de prison. Ouais. D'accord, je l'ai fait sortir. Qu'est-ce que tu veux qu'il m'arrive d'autre? C'est son histoire en Turquie. Quand t'as là. des trucs comme ça, mais c'est, tu souffres tellement qu'après vos petites histoires de doublage et tout, mais allez vous faire foutre, quoi. Maintenant, je le dis. À ton truc, là, je le dis, je serai à la conclusion. Si demain, il y a quelqu'un qui me vire de Sean Penn, pour une raison, il veut, hein, ce qu'il veut, je le dis sincèrement, j'irai lui péter la gueule. Voilà. Qui que ce soit prendra un grand coup de poing dans ta gueule si tu me vires de Sean Penn. Ça suffit quand même. Et ben ça, Salut. c'est dit. Merci Mani d'être venu. De rien. Salut l'artiste.